va poursuivre sur toujours les entreprises, toujours sur ce côté du triangle. Et donc, c'est la dernière séance sur les entreprises. Il y a plein de choses à dire sur les entreprises, mais j'essaie de raconter un peu des choses récentes, voilà. Et ce qui est un peu, voilà, des nouveautés, quoi. Donc là, j'ai parlé un peu de ce que c'est un entrepreneur, quelles sont un peu certaines caractéristiques des entrepreneurs, quels sont un peu les milieux sociaux des entrepreneurs ou les conditions qui favorisent l'entrepreneuriat. Ensuite, on a parlé des effets de l'entrepreneuriat, de l'entreprise sur l'emploi. Et là, maintenant, je veux parler des effets sur l'inégalité. Donc, ça va être la première partie du cours. Et puis, ensuite, je parlerai du télétravail, puisque c'est quand même un phénomène qui a été un des phénomènes marquants de la dernière période. D'accord ? Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que on a déjà l'effet sur l'emploi, ça on a vu ça, on en a parlé la dernière fois, et là je vais beaucoup m'attacher à des effets sur les inégalités, et je parlerai du télétravail. Et notamment les débats quand vous avez pu suivre sur Pouyanné, vous montrerez à quel point il a un mauvais directeur de communication, quoi. Il doit vraiment le changer, quoi, parce que quand vous aurez vu le cours ici, peut-être que vous trouverez que je suis encore pire que le directeur de communication. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de Pouyanné, hein, mais je pense qu'il a un très très mauvais directeur de communication. Voilà, ça doit être enregistré. Donc. Bon, donc voilà, et je parlerai du télétravail en deuxième partie. Donc des effets sur les inégalités. Alors là, il y a un travail très intéressant. Ça, c'est un des papiers qui a eu beaucoup d'influence sur les 4-5 dernières années. Et c'est ce papier, donc Bloom était mon co-auteur, donc tous les travaux sur concurrence et innovation, Bloom était notre étudiant, et il a travaillé, c'était son premier papier, donc qu'il avait fait avec moi. Mais maintenant, c'est devenu un grand monsieur, et il est professeur à Stanford, et il a travaillé avec Gouvenen, Song, Price et Van Wachter, et ils ont essayé de comprendre le rôle joué par les entreprises dans l'évolution observée des inégalités de revenus entre individus. Alors, c'est un domaine qui est encore en pleine expansion, puisque moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur l'idée de dire, voilà, à quel point le fait d'avoir, par exemple, moins de concurrence, ça influe sur les inégalités en haut de la distribution des revenus. Et toute la dimension lien entre, d'un côté, la structure de marché et de l'autre côté, les inégalités, c'est encore un domaine qui est en plein développement. Mais je vais déjà vous dire un peu ce qui a été fait avant de vous parler de ce que moi j'ai dans ma tête que j'ai envie de faire. Voilà, hein, je crois que c'est quand même. Alors, les auteurs cherchent à comprendre le rôle joué par les entreprises dans l'évolution observée des inégalités de revenus. Et ils trouvent que 2/3 de l'augmentation des inégalités de revenus observées entre 1980 et 2003 provient d'une augmentation des inégalités de revenus entre entreprises. Et le reste provient d'une augmentation des inégalités au sein des entreprises, mais on discutera ça tout à l'heure. D'accord ? Donc c'est très intéressant, c'est qu'une grande partie de l'augmentation des inégalités de salaire, c'est qu'il y a des entreprises qui payent mieux que d'autres. Alors pourquoi est-ce qu'elles payent mieux que d'autres ? D'accord ? Et donc on va essayer de comprendre ça un petit peu mieux. Mais sauf qu'en haut de la distribution, alors là, c'est un phénomène qui est surtout dû à des gros salaires dans des grandes entreprises. Voilà, donc si vous n'êtes pas tout en haut, c'est surtout l'inégalité entre entreprises qui explique beaucoup de l'augmentation des inégalités. Mais si vous voulez aller tout en haut, alors là, c'est vraiment une augmentation à l'intérieur des entreprises, mais à l'intérieur des très grandes entreprises. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, donc je vais tourner toujours autour de ce pot-là, mais c'est ça qui va ressortir de ce dont je vais parler. D'accord ? Alors, je commence. Alors déjà, ça vous donne, si vous voulez... eh bien, vous avez pour chaque percentile, hein, de pourcentage, alors j'ai pas demandé, dans la distribution des revenus, on voit à peu près quel est le niveau en milliers de dollars par an des revenus, d'accord ? Et ce que vous pouvez voir, c'est que, en fait, ce que ça montre, c'est que vous voyez qu'il y a eu en 1981 et 2013, 1981 c'est le gris et 2013 c'est la courbe en noir, vous voyez qu'il y a très peu de changements, sauf en haut, quoi. C'est en haut que les riches sont devenus plus riches, quoi. Ceux qui gagnaient beaucoup sont mis à gagner plus. Et le reste, ça n'a pas beaucoup bougé, quoi. Voilà, c'est intéressant. Ça, c'est américain, hein. Peut-être ailleurs, nous, c'est autre chose, d'accord ? Voilà. D'accord ? Ça, c'est une chose intéressante en soi.
Hein, vous voyez, on en regarde comme ça Voilà, donc ça, c'est première chose. Et alors, c'est intéressant parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler le haut, quoi. On va détailler la partie supérieure de la distribution des revenus. On va zoomer, comme on dit. Hein. Et vous voyez que là, à nouveau, il y a augmentation. Les gens qui sont dans les centiles les plus élevés voient leur revenu augmenter. Et puis alors, vous voyez, c'est vraiment là, tout en haut, ça décolle complètement. Là, vous voyez, là, c'est vraiment... Vous voyez, le tout en haut devient beaucoup plus haut, quoi. D'accord ? Avoir un peu ça à l'esprit, quoi. D'accord. Donc, alors en fait, les auteurs, ils utilisent des données américaines couvrant la période 78 à 2013. Donc, il y a première base de données qui est confidentielle, qui est procurée par l'administration de sécurité sociale, et elle contient des informations démographiques, sexe, date de naissance, ethnie, etc., ainsi que les revenus annuels du travail. Et les entreprises sont identifiées en utilisant le Employer Identification Number pour regrouper différents établissements, puisqu'on sait qu'une entreprise eh bien, comprend en général plusieurs établissements, d'accord, plusieurs activités, plusieurs établissements, etc. Et on connaît également, ça donne l'industrie d'appartenance, et ça donne le niveau d'emploi. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'il y a eu une augmentation de la variance des revenus. La variance, c'est disons, l'éventail des revenus. D'accord ? Il n'y a pas de variance si on gagne tous la même chose. Il y a une variance si... d'accord ? C'est une mesure de l'éventail des revenus, la variance. Et on décompose cette mesure de variance entre ce qui provient de l'augmentation de la variance des salaires moyens entre entreprises. Donc on regarde chaque entreprise, elle a un salaire moyen, et donc une bonne partie peut être expliquée par l'évolution de la variance entre entreprises, et puis une partie est expliquée par l'augmentation d'inégalités au sein même des entreprises. D'accord ? Et on essaie de décomposer. D'accord ? Tout le monde suit ? D'accord. Donc, on dit toujours between et within. Between, ça veut dire entre, et within, ça veut dire au sein de. Alors là, voilà l'évolution. Donc, vous voyez, donc là, c'est la variance. Et vous voyez que la variance, au total, augmente. La variance, c'est-à-dire, c'est l'éventail des revenus. D'accord ? Et donc, voilà. Et entre 80 et 2013, enfin, entre 70 et 2013, ça augmente. Mais vous voyez que la composante within, elle est là, c'est la noire. Et la composante between, c'est celle-là. Et vous voyez que la pente de la within, elle n'est pas très élevée, là. Vous voyez, là, c'est comme en ski. Ça, c'est une piste verte, vous voyez. Et là, c'est une piste rouge, vous voyez, comme celle-là, vous voyez. Voilà. Et donc, vous voyez que déjà, là, on peut voir que c'est la composante between qui a fait augmenter la variance, plus que la composante within. C'est la composante between qui l'a fait augmenter. Déjà, là, on a c'est une première indication, mais on continue. Vous savez, en économie, tu ne donnes pas juste une figure, tu essayes plein de choses pour que ça soit convaincant. D'accord ? Tu n'as jamais une seule preuve. Voilà. Alors maintenant, donc, en fait, donc on voit que la somme des deux lignes est égale en fait à la ligne supérieure. La somme des deux lignes d'en dessous, ça vous donne cette ligne, ce niveau plus ce niveau vous donne ce niveau. Hein, d'accord ? Et on voit que, en fait, ce qui ressort de cette figure, c'est qu'en fait, le gros de la hausse des inégalités de revenus est dû à une hausse des inégalités entre entreprises. C'est du between. Mais on va voir que ça cache des disparités entre entreprises de différentes tailles. Là, je n'ai pas regardé, j'ai mis sur le même pied des petites et des grandes entreprises. Donc, ça va être intéressant de regarder, de comparer entre petites et grandes entreprises. D'accord ? Alors maintenant, on va regarder des entreprises qui sont entre 20 et 10 000 employés, d'accord ? Donc là, dans les entreprises entre 20 et 10 000 employés, on voit que c'est quand même toujours la composante between qui domine, d'accord ? C'est très voilà, toujours, elle domine la composante between, within. La composante between domine la composante within, donc ça on le voit très, très fortement, d'accord ? Et alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que par contre, vous voyez, si vous regardez des entreprises de plus de 10 000 employés, là, la différence, vous voyez, la pente de la between et la pente de la within sont à peu près les mêmes. Donc, quand on regarde des très grandes entreprises, c'est pas tellement plus la between que, vous voyez, que la within, quoi. Et donc, c'est autre chose qui se passe, voilà, d'accord ? Donc, on va regarder ça plus en détail, d'accord ? Mais la within joue un rôle plus important dans des très grandes entreprises.
Et on va revenir à ça de manière répétée. Hein. Vous savez comment je fais? Je fais en général par cercle. J'espère que vous ne pensez pas que je tourne en rond. Mon espoir, c'est que vous voyez les choses, que vous avez ma vision de mon cours comme ça. On arrive, on en a là. Mais évidemment, la vision pessimiste, c'est que je tourne en rond et que je fais toujours le même cercle. Hein, d'accord? Donc, j'espère que je me rapproche du... Voilà, d'accord donc, en fait, dans les entreprises de 20 à 10 000 employés, la composante between représente 84% de l'accroissement. Ce chiffre tombe à 58%, c'est-à-dire quasiment à 50% pour les méga-entreprises de plus de 10 000 employés. D'accord ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que si on regarde l'inégalité within, elle a augmenté essentiellement du fait des très grandes. Donc d'abord, si vous voulez, on voit que la composante between est beaucoup plus importante dans les pas trop grosses entreprises, mais ça va quand même assez loin, que dans les très grosses. Et le within global provient surtout du within dans les très grandes entreprises. Donc on va y arriver aux très grandes entreprises. Vous voyez, mais je fais mes spirales là, hein, par différents papiers, hein, d'accord ? Voilà, donc on va regarder un petit peu, il y a la notion de salaire moyen. Alors on va regarder les salaires moyens. Alors on va grouper les travailleurs par niveau de revenu. Et pour chaque catégorie de revenus, eh bien, on va regarder le salaire moyen des entreprises qui emploient ces gens-là par rapport à leurs vrais revenus. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc là, on prend une approche différente. Je pars des individus et je dis les individus, je connais leur entreprise, donc je vais regarder le salaire moyenne des entreprises et entre entreprises qui emploient ces gens-là. Et je vais comparer aux vrais revenus de ces gens-là. D'accord? Tu voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, quelle est la part de l'évolution des salaires de ces gens que j'explique simplement par l'évolution du revenu moyen dans l'entreprise qui les emploie. D'accord? C'est une autre manière de regarder le between et le within. Vous voyez, c'est toujours la même idée, c'est que les papiers, c'est pour ça qui sortent dans des bons journaux économiques, tu ne dois jamais faire regarder une manière, tu dois essayer plein de trucs et que ça doit converger plus ou moins vers la même chose. D'accord? Alors là, qu'est-ce que montre cette transparence, c'est que d'abord il dit voilà, donc vous voyez le petit triangle, c'est les gens qui sont dans le quart de revenu le plus faible. Et puis là vous avez ceux qui sont dans le 99, c'est dans le centile le plus élevé. Et vous voyez que les augmentations, vous voyez quand vous êtes dans les 25% le plus faibles, il y a à peine, ça augmente à peine entre 80 et 2013. Mais quand vous êtes d'abord tout en haut, d'abord, vous voyez que, évidemment, vous augmentez beaucoup plus vite. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que vous voyez. Mais pour le moment, je n'ai pas parlé de between, within. J'ai simplement parlé qui a vu son revenu augmenter, qui ne l'a pas vu augmenter. D'accord? On va doucement, là. Hein? Bon. Parce que c'est... Très bien. Alors maintenant, je vais passer à la slide suivante. Et là, je regarde les revenus moyens des entreprises qui emploient les gens dans chaque groupe. Et vous voyez que c'est à peu près la même que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'entre ça et ça, il n'y a quasiment pas de différence. Donc en regardant simplement l'évolution des salaires moyens dans les entreprises qui emploient les différentes catégories, j'ai quasiment tout expliqué. Et si je fais le ratio entre les vrais revenus et les revenus moyens des entreprises qui vous emploient, eh bien regardez ce qui se passe, il y a aucun... C'est plat, quoi. Donc j'explique l'essentiel de l'évolution des revenus en regardant l'inégalité entre les revenus moyens entre les différentes entreprises. Vous voyez? Ça, c'est un test très très fort. Hein? Voilà. Alors donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première figure que j'ai montrée, elle a montré l'évolution des revenus entre différents déciles de travailleurs, différents centiles de travailleurs. D'accord. Ensuite, on a montré l'évolution des salaires moyens qui emploient les différents déciles, des entreprises qui emploient les différents déciles. La troisième figure montre l'évolution du ratio entre les deux, et on a montré que c'était plat. Donc au total, ça montre bien que les revenus ont largement coévolué avec les revenus des collègues dans l'entreprise, quoi. D'accord. Sauf si je regarde les très très grandes, où là, c'est le within qui va vraiment l'emporter. D'accord. Je vais doucement là, hein. D'accord. Voilà. Alors là, je vais faire un exercice qui est un petit peu plus... c'est un exercice qu'on appelle le counterfactual. C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais partir de l'évolution
de la variance qui est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord la purger de l'élément within, et je vais la purger de l'élément between. D'accord? Et vous voyez que si je purge simplement de l'élément within, que je ne laisse que la between, eh bien, je perds ici, quoi, je perds en haut. Tandis que si je purge de l'élément between, eh bien, c'est le within only, là, carrément, ça change tout, quoi, je tombe beaucoup, quoi. Vous voyez, donc c'est intéressant, c'est que jusque-là, enlever la composante within ne change rien, ça ne change qu'en haut. Et vous voyez à nouveau que c'est là que les deux courbes se séparent. Donc on va vraiment zoomer vers les très grandes entreprises à un moment donné. On y arrive là. C'est vraiment pour vous motiver, dire qu'est-ce qui se passe à Total Energy, quoi. D'accord? En gros, c'est ça, quoi. Hein? What happens? Combien gagne le directeur de la communication? Bon, alors là. D'accord, vous êtes tous là avec moi, là? On va arriver là bientôt. Hein? Bon. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a mis? Donc, en fait, eh bien, regardez juste à la variation des revenus moyens entre entreprises et permet d'expliquer essentiellement toute l'évolution des revenus jusqu'au 80e centile de revenus. Mais tout en haut, là, évidemment, il faut, c'est la composante within redevient importante. Et donc c'est là qu'il va falloir regarder. D'accord? Je vous le dis à peu près 10 fois, mais en espérant à chaque fois que... Voilà. Alors, donc, d'où vient maintenant la hausse pourquoi il y a eu cette hausse d'inégalité entre entreprises? Voilà. Pourquoi on a observé qu'elle a eu lieu? Ils essaient de comprendre pourquoi elle a eu lieu. D'accord? Et donc, en fait, eux, ce qu'ils expliquent, enfin, ce qu'ils pensent, c'est que cette hausse peut être quasiment entièrement expliquée par un changement dans la composition de la force de travail. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que en fait, les travailleurs à haut revenu ont été de plus en plus dans des entreprises payant plus que la moyenne. C'est-à-dire qu'on décide d'aller là où ça paye bien, quoi. Et on se dit que là où ça paye bien, on a aussi des chances de rencontrer des gens avec qui on s'entend bien, quoi, également. D'accord? C'est un peu comme géographiquement. Tout le monde va dans la Silicon Valley, ou tout le monde va là où on sait que c'est pas seulement parce qu'on veut gagner plus, mais c'est aussi parce qu'on pense qu'on interagit avec des gens qui sont meilleurs, comme on choisit un département d'économie, ou comment, voilà. Et puis, il y a l'idée que au sein des entreprises, eh bien, on a ségrégué. C'est-à-dire, ça, on va y arriver à ça tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des entreprises, en fait, derrière ça, il y a des entreprises qui ont innové plus que d'autres, en fait, c'est ça. Et les entreprises qui ont innové plus que d'autres, qui sont devenues plus high-tech ou qui ont innové davantage, eh bien, elles ont pu payer de meilleurs salaires, attirer des gens qui gagnent bien. Et donc ça, c'est par rapport à des entreprises qui innovent moins. Donc l'innovation, elle est derrière, évidemment. Et puis, ce qui s'est passé également, c'est que les entreprises qui ont réussi très bien, ce qu'elles ont fait, c'est comme elles se sont mis à payer des salaires très élevés, ça devenait peut-être intolérable de payer des salaires bas pour des tâches basses, mais ça, on va s'en rendre compte petit à petit. On va aller petit à petit, mais je vous donne un peu l'histoire. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont sous-traité, mais ça, on va y arriver dans un papier ultérieur, elles ont sous-traité, par exemple, les tâches de nettoyage, etc. Ça a été sous-traité. Donc, comme ça, moi, j'ai mon entreprise, tu vas continuer à venir faire du nettoyage chez moi, mais si tu n'es pas content de ton salaire, c'est pas moi, je suis plus cool, je suis plus responsable. Tu travailles, j'ai sous-traité à une entreprise responsable. Et c'est ça qui s'est passé. Tu as eu à la fois l'idée que les gens se sélectionnent entre entreprises, mais en même temps, les entreprises les plus productives, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont en fait décidé de dire ça peut poser d'énormes problèmes au sein de l'entreprise, d'avoir d'énormes disparités. Comment je me débarrasse de ce problème? Je sous-traite les tâches de nettoyage. Et donc, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Il faut demander, vous réclamez à votre entreprise qui vous emploie maintenant. Et ça a été ces phénomènes-là qui se sont produits, voilà, qui en fait sous-tendent les évolutions que je vous ai montrées. D'accord? Mais on va arriver à ça petit à petit. Hein. On y arrive mais c'est toujours mes cercles, c'est mes spirales là. Hein. D'accord? On va y arriver. Je vous donne un peu Alors, je veux regarder un peu la différence entre les méga-entreprises et les autres entreprises. Donc on va regarder on va regarder ce qui se passe. Et on va voir que les bas revenus stagnent dans les méga-entreprises, tandis que vous avez une hausse sensible des revenus tout en haut. Alors comment on voit ça? On voit ça de la manière suivante. Donc d'abord, on regarde les travailleurs, vous voyez, qui sont dans des entreprises entre 100 et 1000 employés.
donc là, pour le moment, ce n'est pas les mégas, hein, et on voit dans l'évolution voilà, des payes des gens. Donc ça, on voit que ça, c'est donc au sein, je pense que c'est au sein des firmes, celle-là, je ne sais plus ce que c'est, ça, celle-là, c'est au sein des firmes, hein, l'évolution des inégalités au sein de la firme. Vous voyez que ce n'est pas différent selon le niveau, d'accord? Et si maintenant je regarde dans les méga-entreprises, vous voyez que dans les autres entreprises, vous voyez qu'au sein de l'entreprise, les revenus évoluent de la même manière. Donc il n'y a pas d'augmentation within. Ça, c'est une autre manière que de dire au sein de l'entreprise, il n'y a pas d'augmentation de revenus, d'inégalité. Il y a des gens qui gagnent plus que d'autres, mais vous voyez que le changement est le même. Le changement est le même pour tout le monde, d'accord? Mais maintenant, si vous regardez dans les entreprises méga, vous voyez que dans les entreprises méga, eh bien, vous voyez que les hauts revenus augmentent beaucoup, et vous voyez que dans les entreprises méga, les plus faibles, ça baisse même un petit peu. D'accord? Vous voyez la différence? Dans les entreprises pas méga, tout le monde augmente, et donc si je gagne moins que d'autres, c'est parce que mon entreprise paye moins que d'autres entreprises. Mais à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a pas d'accroissement de variance de salaire entre le plus payé et le moins payé. Mais dans les mégas, là, vraiment, on voit vraiment cette évolution. C'est intéressant de voir, vous voyez, de plus près ce qui se passe. Voilà. Donc, en gros, si on regarde le revenu médian, eh bien, il a diminué de 7% dans les méga-entreprises, alors qu'il a augmenté de 35%. Le médian, vous savez, on regarde, on compte en nombre d'employés, on prend celui qui gagne le plus, etc., et on arrive à la moitié de l'effectif de l'entreprise, et on regarde le salaire du type qui est à la moitié de l'effectif de l'entreprise en partant du haut. C'est ça le revenu médian. Et on arrive à ce moment-là très vite dans le bas, hein. Eh bien, le revenu médian, dans les mégas, il baisse. Mais il y a quelques personnes qui gagnent beaucoup plus, quoi. Mais ils ne sont pas médians, puisque médian, ce n'est pas moyen. Médian, c'est le revenu de la moitié des employés qui gagnent au-dessus. Hein, vous voyez, de ce médian, c'est que si je mets vraiment au milieu, si j'ai une entreprise de 50 employés, je regarde monsieur 25 en étant parti de monsieur qui gagne le plus, le deuxième qui gagne le plus, et j'arrive à monsieur 25. Ben, le revenu du monsieur 25, du monsieur médian, il baisse dans les méga-entreprises, alors qu'il a augmenté dans les entreprises qui sont entre 100 et 10 000 employés. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les méga-entreprises, eh bien, les revenus des travailleurs les moins payés ont convergé vers les bas revenus des autres entreprises. Et le revenu médian dans les méga-entreprises était en 81, 40 points de log plus élevé que celui dans les autres entreprises, et ça baisse à 5 points de log. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les méga-entreprises, eh bien, le revenu du médian de monsieur 25, qui est déjà dans les bas, en fait, eh bien, il va se rapprocher du revenu des autres, d'accord? Mais par contre, ce qui va décoller dans les mégas, c'est ceux qui gagnent le plus. Vous voyez la différence? Vous voyez comment ça marche? Vous connaissez la notion de médian, c'est pas moyenne, médian. Médian, c'est... D'accord? Bon, mais c'est vachement bien, non? Vous suivez tout ça, vous êtes formidables. Vous êtes devenus des économistes, vraiment. Hein, vous pouvez aller maintenant... voilà. Bon, bah, écoutez, on continue, hein, on continue à progresser. Alors, on regarde un petit peu. Alors, on voit qu'évidemment, la convergence des bas revenus est liée au niveau d'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, eh bien... vous voyez que, si vous voulez, ceux qui sont, vous voyez, dans les entreprises qui avaient beaucoup de... eh bien, si vous aviez un niveau scolaire qui n'allait pas au-delà du secondaire, d'accord, eh bien, c'est là que vos revenus convergent. Par contre, si vous êtes dans les grandes entreprises et que vous aviez un revenu et que vous avez un niveau d'éducation supérieur, eh bien, là, votre revenu, il ne va pas converger vers les revenus des moyens des entreprises qui ne sont pas méga. Donc, c'est intéressant, c'est que cette convergence du bas du revenu des entreprises méga vers le bas du revenu des entreprises pas méga, c'est en fait tiré par des gens qui n'ont pas un niveau. Voilà. Alors moi, je vais quand même redire quelques mots là-dessus, juste avant de continuer. C'est que j'ai beaucoup regardé, je regarde ça en ce moment, mais c'est une recherche en cours, et j'en ai parlé des années précédentes, sur la notion de soft skills. C'est-à-dire qu'il y a dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les qualifications visibles, c'est celles qu'on voit sur les CV, mais il y a les qualifications non visibles, qui sont par exemple, est-ce que cette personne... Elle est fiable. Est-ce que cette personne interagit bien avec les autres employés dans l'entreprise? Est-ce que cette personne peut travailler en équipe, peut animer une équipe? Et donc, il y a des entreprises qui ont développé des
ces soft skills. Et ces soft skills, eux, sont récompensés. Vous voyez, donc ça ne concerne pas. Il y a quand même des travailleurs qui n'ont pas un niveau, qui n'avaient pas un CV fantastique en termes d'éducation, mais parce qu'ils ont acquis ces soft skills, eh bien, ils ont gagné davantage parce qu'ils deviennent d'autant plus indispensables à l'entreprise. Alors évidemment, la question est de savoir, est-ce qu'il y a des entreprises qui tendent à davantage investir dans les soft skills que d'autres? Et en fait, les entreprises plus innovantes tendent à investir plus dans les soft skills. Donc ça donne encore une autre raison pour laquelle les entreprises innovantes, même des gens pas qualifiés, elles peuvent quand même les payer mieux que des entreprises pas innovantes, parce qu'elles investissent dans ce qu'on appelle les soft skills. Voilà. Et ça devient un truc très à la mode maintenant. Et toute l'histoire maintenant, c'est de savoir, est-ce que les gouvernements peuvent développer des politiques qui incitent les entreprises à garder leurs employés et à investir dans les soft skills des employés. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est penser à des politiques. Alors, est-ce que c'est purement des politiques d'encouragement à garder longtemps, à former, ou est-ce que c'est des politiques industrielles nouvelles qui intégreraient, c'est ce que Dani Rodrik essaye de suggérer maintenant, qu'il y aurait des politiques industrielles qui pousseraient également, de la même manière que tu peux avoir des politiques industrielles vertes, que tu peux avoir des politiques industrielles de défense, tu aurais des politiques industrielles qui poussent les entreprises à investir dans les soft skills. Voilà. Alors ça, c'est tout un domaine de recherche qui se développe, mais c'est intéressant l'idée des soft skills parce que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément un niveau éducatif très élevé de quand même, on vous donne une formation soft, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors peut-être déjà pousser à l'innovation, ça va automatiquement pousser aux soft skills puisqu'on sait que les entreprises innovantes. Mais le problème des entreprises innovantes, c'est qu'elles vont tendre à investir dans les soft skills de celles qu'elles gardent, mais elles tendent à garder moins de gens et à sous-traiter. Vous voyez, donc il y aura en même temps ce phénomène de séparation dont je parlais tout à l'heure. Je garde les gens fiables et j'investis à fond en eux, et puis ceux pour lesquels les tâches sont vraiment importantes pour le reste de l'entreprise, et le reste, je sous-traite à fond. Donc j'aurai toujours cette dynamique-là quand même. Mais si je pousse à l'investissement dans les soft skills, ça ne découragera pas le recours à la sous-traitance. Voilà. Vous voyez un petit peu comment se présentent les... D'accord ? Je présente un peu autour pour vous montrer un peu vers où ça va, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée des soft skills qui devient quelque chose de très chaud. Voilà. D'accord. Donc en fait, alors maintenant on va regarder, comparer entre les méga-entreprises et les autres en termes du haut des revenus, d'accord? Donc on va... et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer, et là ça arrive vraiment à Pouyanné, c'est là qu'il a essayé un peu d'expliquer ça, mais je ne suis pas là pour défendre Pouyanné, hein, mais il a essayé de l'expliquer, mais vous allez essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Voilà, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il veut dire, voilà, moi en fait, pour des gens comme moi, qui sommes dans des grosses boîtes et qui sommes tout en haut des grosses boîtes, notre rémunération, elle dépend beaucoup de la performance de l'entreprise, et il y a des indices de performance, des indices de taille en fait. Et un moyen de mesurer la taille, c'est le fameux Standard & Poor's 500, quoi. Il te dit, voilà, quelle est ta taille, quel est ton bilan, tes revenus propres, tu vois, quels sont... Voilà, ça te donne une idée de la taille de l'entreprise. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'effectivement, tu vois, l'indice boursier, tu vois, c'est à la fois une idée de la taille de l'entreprise et de la performance boursière de l'entreprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la rémunération des hauts dirigeants de grandes entreprises, c'est pas vrai seulement en France, c'est mondialement vrai, ça dépend de ce machin-là, tu vois. Voilà. En fait, ce qu'on va montrer, je vais vous montrer dans un moment, c'est que vous allez voir le lien qu'il y a entre le revenu des employés tout en haut de la hiérarchie des revenus dans une très grande entreprise et cet indice Standard & Poor's 500. Voilà, tu vois, cette mesure de taille. Il peut y avoir d'autres mesures de taille, hein, d'accord? Et on reviendra là-dessus parce qu'on parlera de Xavier Gabex qui a beaucoup travaillé sur ces choses-là. Donc je continue ma spirale. Je ne suis que là maintenant, hein. Peut-être que vous pensez que je suis encore là, mais j'espère être là, mais je ne suis pas encore là, d'accord? D'accord? Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est pour dire on régresse, c'est-à-dire on regarde la corrélation entre le revenu annuel de différents employés tout en haut et le rendement annuel du Standard & Poor's 500, d'accord? En contrôlant pour le cycle macroéconomique, etc., d'accord? Et on va trouver que les revenus des travailleurs sont plus sensibles, enfin des employés, sont plus sensibles aux performances de l'indice boursier dans les méga-entreprises et à mesure que l'entreprise devient importante, quoi. Donc je vais vous montrer concrètement ce que ça veut dire.
Mais ça, maintenant, ça va vous montrer vraiment dans le débat. Vous pouvez maintenant aller chez Léa Salamé et lui expliquer, même parce qu'elle adore inviter des gens de France Insoumise et vous allez pouvoir expliquer, regardez, moi j'ai pris le cours, je peux vous expliquer ce que ça veut dire, etc. Alors, comment je lis ce diagramme, d'accord? Alors, vous allez apprendre à lire des diagrammes, vous en aurez vu. Hein. Je pars le numéro 1, c'est le plus payé, c'est le number 1. Le number 2, et je vais vers 500, et là, je regarde les 500 mieux payés employés d'une méga entreprise, d'accord? Et ce que je fais, et je regarde alors, méga entreprise, c'est là, et ça, c'est pas méga, c'est entreprise un peu plus, entre 5000 et 10 000, entre 1000 et 5000, et entre 100 et 1000, d'accord? Et je regarde la corrélation qu'il y a entre le revenu et l'indice Standard & Poor's. Et vous voyez que quand je suis le mieux payé, la corrélation avec le Standard & Poor's est vachement élevée, quoi. Tandis que si je suis dans une entreprise entre 100 et 1000 employés, la corrélation, elle n'est pas très grande. D'accord? Alors évidemment, elle baisse quand je passe du mieux payé au second mieux payé, mais il y a quand même une corrélation assez élevée. Il gagne plus, il est plus corrélé que le mieux payé de l'entreprise là. Vous voyez? Et c'est comme ça que je baisse. Si maintenant je me restreins aux 25%, de 1 à 25, aux 25 employés les plus payés dans les très grandes, je trouve un coefficient moyen de 1/4. Vous voyez, là, je trouve un coefficient de 0,25, d'accord? Donc maintenant, comment je peux prévoir le revenu? Je vais dire, écoutez, moi, je ne connais pas le revenu de M. Pouyanné, mais je sais qu'en moyenne, la corrélation est de 0,25 entre la taille, entre l'indice performance et le revenu. Donnez-moi l'évolution de la performance de Total Energy et je vais vous prévoir l'évolution du salaire de M. Pouyanné. Et vous trouvez le salaire de M. Pouyanné. C'est ça que le directeur de la communication aurait dû dire. Voilà, vous voyez qu'il n'a pas dit. Voilà. Donc, il a juste dit « je gagne tant ». Alors évidemment, les gens disent « quelle horreur », tu vois, voilà, donc voilà, d'accord. Donc, en fait, j'utilise le coefficient de régression moyen pour les 25 me payés, qui est de 0,25. Je connais l'augmentation du rendement réel du Standard & Poor's de 80 à 99, qui est de 680%. Donc, du coup, rien qu'avec ça, je prédis que pour une méga entreprise, eh bien, la hausse du revenu de cette catégorie des 25 mieux payés va être de 170%. Eh bien, maintenant, si je regarde la hausse observée pour ce groupe, elle est de 200. Mais vous voyez que pour l'essentiel, j'ai expliqué l'augmentation par l'augmentation de la taille de l'entreprise, de la performance de l'entreprise, d'accord? Vous voyez comment ça marche? Et c'est un marché concurrentiel, le marché des grands traders. S'il ne va pas dans l'un, il va dans l'autre, tu vois. Et tu te dis, est-ce que vous me faites un salaire indexé au Standard & Poor's ou pas, quoi? Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on peut aimer, pas aimer, mais c'est le monde dans lequel on est. Hein, voilà. Donc, en fait, en conclusion, eh bien, la hausse des inégalités de revenus durant les 3 dernières décennies est principalement due à des inégalités entre entreprises, mais la hausse des inégalités entre entreprises est due à des phénomènes de sorting. Je sais d'aller là où il y a des gens très bons, et également de ségrégation, c'est-à-dire il y a des entreprises, celles qui marchent le mieux, elles ségrèguent, elles gardent les travailleurs qui gagnent le mieux, elles vont sous-traiter ça. Vous n'avez pas encore vu la sous-traitance, mais je vous la mets en petite graine pour le moment, parce qu'on va y arriver. Ça, c'est ce qui se passe, sauf dans les mégas. Et puis, on a dit la hausse des inégalités de revenus, donc elle est elle est concentrée sur les très grandes entreprises, et ça provient de la baisse, ça provient, en fait, si vous voulez, de la hausse des revenus de tout en haut, et ça provient du fait que c'est lié à la taille de l'entreprise tout en haut. Voilà. Ça, déjà, ça explique énormément de ce qui s'est passé. Alors, on va aller plus en détail dans... voilà, donc on va dire l'augmentation pourrait être expliquée par le phénomène relativement récent de sous-traitance qui permet aux entreprises de se concentrer sur leur cœur d'activité, faisant appel à des entreprises de services qui se concentrent sur les emplois peu qualifiés. Mais ça, pour le moment, je n'ai rien montré sur la sous-traitance. Mais on sent bien, il y a ce qu'on appelle smoking gun, quoi. On voit bien où on est en train d'aller, quoi. D'accord ? Donc on va y aller à la sous-traitance. Et puis je vais regarder de plus près aussi le salaire des CEO. D'accord ? Vous êtes toujours vivants ? C'est vrai ? Bon, vous êtes très courageux. Hein. D'accord. Alors maintenant, on passe à cet article sur la sous-traitance. Je crois qu'aujourd'hui, on aura fini un peu avant. Hein, voilà. Mais on fait ce qu'on peut, mais je ne veux pas faire plus que ce que j'avais prévu de faire. Voilà.
Donc, je pars de l'observation que la majorité, disons, la plus grande partie de l'augmentation des inégalités provient des inégalités entre entreprises. Donc, je pars de Song et al., parce que je ne veux pas faire le mythe de Sisyphe, je n'ai pas envie de montrer la même montagne chaque fois, donc je vais partir de ce que je sais. Et ces gens-là, donc c'est plus récent, eh bien, les auteurs veulent étudier en détail le phénomène de recours à la sous-traitance en Allemagne. Alors, ils vont précisément documenter dans quel secteur, donc là, il y a un problème d'accord, la sous-traitance est plus présente et quels sont les effets sur les salaires en Allemagne pour les travailleurs qui deviennent sous-traitants. Mais la même chose est vraie aux États-Unis. Hein. Alors, les auteurs mobilisent des données de sécurité sociale allemande et voilà, ils connaissent le type de contrat, temps plein, temps partiel, intérimaire. Ils ont des variables démographiques, revenus, occupation professionnelle, industrie d'activité et évidemment l'identifiant d'établissement, puisque une entreprise, c'est plusieurs établissements et je sais chacun dans quel établissement, de quelle entreprise il travaille. Alors, la mesure, donc, on va mesurer la sous-traitance par la part des employés ayant une occupation qui est dans une des activités suivantes, alimentation, nettoyage, sécurité ou logistique. D'accord ? Alimentation, c'est catering, je dirais, non ? C'est plus ça, enfin, en anglais, oui, catering, alimentation, oui, ça peut être, voilà. Voilà, donc, et qui travaillent pour des entreprises de services, pour des entreprises qui donnent des services à des entreprises. C'est ça, ceux qui sont sous-traités. D'accord ? Et en fait, on va regarder ce qui va se passer, c'est la chose suivante. C'est-à-dire, pour comparer du comparable, je vais prendre deux employés dans la même entreprise, tous les deux effectuent des choses de nettoyage. Ce que je vais regarder surtout, c'est que je vais dire, voilà, tu étais dans une entreprise et tu continues de nettoyer dans la même entreprise, tu vois, mais avant, tu étais employé par l'entreprise elle-même, maintenant, tu es employé par une entreprise sous-traitante. Mais tu continues de faire du nettoyage dans la même entreprise. Tu vois, c'est ça que je fais. Je regarde l'avant et l'après. Je prends quelqu'un qui faisait une de ces 4 tâches dans une entreprise donnée. Elle continue de faire les mêmes tâches dans la même entreprise, mais avant, il était employé par la grosse entreprise elle-même. Après, ils sont employés par un sous-traitant. Qu'est-ce qui va se passer avec l'évolution de leurs revenus ? D'accord ? C'est ça l'expérience que je fais. D'accord ? Donc, un événement, c'est le fait qu'un employé qui en fait accomplissait l'une des 4 tâches que je viens de mentionner, se met à travailler pour une entité légale différente, mais reste sur le même site physique. D'accord ? Alors voilà ce qui se passe. Donc là, c'est intéressant, c'est que eh bien, ces courbes représentent, donc en fait là, vous voyez l'évolution des salaires, vous voyez, et vous voyez qu'en fait, eh bien, dans tous ces ans, donc déjà, on voit, regardez, donc ça, c'est la part, là, ça représente la part des entreprises qui ont au moins un employé dont l'occupation est sous-traitable, d'accord ? Donc ça, c'est l'évolution, d'accord ? Donc ça, c'est le... Et alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on apprend de ces courbes que la proportion d'établissements qui possèdent au moins un employé ayant une occupation d'alimentation, de nettoyage de sécurité diminue significativement au cours du temps. Donc c'est intéressant. Donc ça, c'est des entreprises qui les gardent et qui continuent de les employer elles-mêmes. Je pense que c'est ça, non ? Ou qui simplement, qui ont besoin de gens comme ça. Je ne sais plus. Est-ce que c'est qui les emploient eux-mêmes ou qui en ont besoin ? Ah oui, pour faire, c'est ça. Mais ça baisse au cours du temps. Donc, par exemple, au début des années 80, 80% des entreprises du secteur de la finance possédaient un employé, disons, avaient un employé pour le nettoyage, contre seulement 40% en 2008. Ces baisses d'effectifs internes ont été compensées par des hausses d'effectifs dans les entreprises de services aux entreprises. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous aviez, des employés que vous payez, et c'est ça qui baisse, et c'est compensé par le fait que vous allez recourir davantage à la sous-traitance. Donc, ce que je montrais là, c'était le nombre d'employés employés par l'entreprise qui faisaient ces tâches. Et bien, ça, il y a une tendance à la baisse, mais parallèlement à ça, il y a une augmentation du nombre de la proportion des travailleurs qui sont sujets à sous-traitance. D'accord ? Voilà. Alors, donc, comment maintenant je regarde... Donc voilà, c'est ce que c'est le pendant de ça. Ça, c'est le nombre d'entreprises toujours payées par le Collège de France paye des personnes et ils continuent de les payer. La part des gens que eux payent eux-mêmes à faire ces tâches baisse, mais vous avez le pendant de ça, c'est que la part des employés travaillant au Collège de France, mais qui sont employés
qui sont employés dans des entreprises, qui font des services aux entreprises, eux augmentent, et vous voyez dans les différents secteurs. Donc l'un est vraiment l'image de l'autre. Donc déjà, vous voyez bien que voilà, le recours accru à la sous-traitance, quand vous superposez ces deux figures, ces deux familles de figures. D'accord ? Alors maintenant qu'on sait qu'on a identifié, qu'on voit bien qu'il y a un recours accru à la sous-traitance, on voudrait... quel est l'effet de ça sur le revenu des travailleurs concernés et sur l'inégalité de salaire, d'accord ? Alors là, cette figure-là, elle représente en fait les salaires, l'évolution des salaires. Donc je regarde l'évolution d'un salaire entre un travailleur qui est dans le groupe qui va être sous-traité et dans le groupe qui n'est pas sous-traité, d'accord ? Dans la même industrie. Donc je dis, bon, dans une entreprise dans la même industrie, il y a certaines entreprises qui ont recours à la sous-traitance et d'autres pas. D'accord ? Donc pour comparer du comparable, je dis, ben voilà, il y a des entreprises qui recourent et qui ne recourent pas, et je normalise de façon que les revenus soient les mêmes. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que, eh bien, le revenu des employés dont l'entreprise ne va pas recourir va augmenter par rapport aux revenus des employés. Et pourquoi ? Parce que typiquement, à mon avis, il y a une pression très forte. Quand vous n'avez pas recours à la sous-traitance, eh bien, il y a des considérations d'inégalité au sein de l'entreprise qui jouent. C'est-à-dire de dire comment vous pouvez payer beaucoup mieux monsieur un tel et moi ne pas me payer mieux. Et il y a une pression, évidemment, pour augmenter. Tu vois ? Tandis que si tu dis, bah, c'est plus moi, dans l'autre entreprise, ça ne se passe pas, quoi. Donc on voit bien l'effet maintenant sur les salaires. Tu vois, c'était une façon, la sous-traitance, d'échapper à cette pression-là, quoi. À la réduction d'inégalités au sein de l'entreprise. D'accord ? Alors donc, le résultat est clair, un employé sujet à une sous-traitance interne perd en termes de salaire par rapport à un autre employé qui resterait salarié dans l'entreprise d'origine. La perte est substantielle. Après 3 ans, l'employé, celui qui rentre dans une entreprise qui est sous-traitante, au lieu d'être toujours employé par l'entreprise où le service est rendu, perd 10% de son salaire journalier, comparé donc à celui qui ne devient pas sous-traitant. Et cette baisse persiste pendant les 10 années qui suivent l'événement de devenir sous-traitant. Vous voyez, donc donc on voit vraiment que la sous-traitance est une manière de garder les salaires. Voilà. Alors, on regarde ici, donc on va regarder maintenant le nombre de jours on voit qu'à peu près entre sous-traitants, pas sous-traitants, l'évolution du nombre de jours par semaine, c'est à peu près pareil, mais la probabilité, oui, on voit que la probabilité de travailler sur un job outsourcé, donc en fait, alors que les employés sujets ou non à l'opération de sous-traitance maintiennent le même nombre d'heures travaillées, la probabilité de quitter son emploi, c'est ça qui se passe ici, c'est la probabilité de quitter l'emploi. Ben, ce qui va se passer, c'est que ceux qui sont sujets à sous-traitance, ils vont aussi avoir davantage tendance à quitter leur travail et à bouger, quoi. Au qui ne le sont pas vont davantage être incités à rester dans l'entreprise et garder le même travail. D'accord ? Donc ça pousse en fait au mouvement. Et ça pousse au turnover, comme on dit. Donc voilà. Donc le fait que ceux qui perdent le plus de salaire quittent le plus souvent leur emploi implique que l'estimation d'une baisse de 10% du salaire est probablement sous-estimée. En recourant à une méthode de différence indifference, les auteurs trouvent qu'en étant sous-traitant, le salaire est en moyenne 9% inférieur que lorsque le même travail est exercé au sein de l'entreprise. Voilà. Donc on donne à peu près, donc, voilà, enfin 9%, 10%, on voit à peu près la perte que ça donne. D'accord ? Alors, on voit que d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que depuis le début des années 90, les salaires cleaning, security, logistique diminuent et ne suivent plus ceux des autres occupations. Donc les autres occupations, vous voyez, ça a tendance à monter, et puis les salaires dans ces occupations-là tendent à baisser. D'accord ? Voilà. Et food et CSL, ça diminue plus encore pour les sous-traitants que dans les autres occupations. Donc on a une baisse claire, et alors maintenant on regarde autre chose, et on dit, voilà, qu'est-ce que ça a fait la sous-traitance ? En fait, ça a conduit à une spécialisation plus grande. C'est-à-dire que maintenant j'ai une entreprise qui sous-traite et une entreprise qui ne sous-traite pas. Maintenant je prends 2 employés au hasard, et je dis, est-ce qu'ils font la même occupation ou pas ? Et ça, c'est l'évolution de la probabilité que 2 employés tirés au hasard aient la même occupation.
Donc, le bleu, c'est le rouge, c'est ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu recours à des entreprises sous-traitantes. Et le bleu, c'est ce qui est la réalité des choses. Et vous voyez qu'il y a une divergence accrue entre la courbe bleue et la courbe rouge. C'est-à-dire qu'avec le temps, si je regarde dans une entreprise, une grande entreprise, et je tire au hasard 2 employés, ils ont de plus en plus de chances de faire la même chose. Vous voyez, il y avait une diversité d'occupations au sein de l'entreprise qui a baissé. J'ai plus de chances que, si vous voulez, le fait qu'il y ait eu recours à la sous-traitance a augmenté la probabilité, et de plus en plus au cours du temps, que deux employés dans la même entreprise fassent la même chose. Voyez, donc, on réduit la diversité des occupations. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, ici, je m'intéresse à ce qu'a été vraiment l'évolution de l'inégalité des revenus et ce qu'elle aurait été sans le recours à la sous-traitance. Et vous voyez, regardez ici ce qui se passe, c'est que le recours à la sous-traitance, ça a augmenté les inégalités de salaire. Vous voyez, les inégalités de salaire ont augmenté plus qu'elles ne l'auraient fait sans le recours à la sous-traitance. Et là, ce qu'on voit surtout, c'est que le recours à la sous-traitance, c'est les courbes en continu et les courbes en pointillés, c'est ce qu'il y aurait eu sans la sous-traitance. Et vous voyez que surtout, dans ce que je regarde, c'est que ce qui se passe, c'est que c'est vraiment les revenus des déciles inférieurs qui ont le plus baissé avec la sous-traitance. C'est ça ça fait vraiment baisser. Vous voyez la différence? Vert, il n'y a pas de différence. Vous voyez là, il y a une petite différence. Et vous voyez la différence entre la courbe bleue pointillée et la courbe bleue continue. Donc c'est vraiment dans les occupations, qui sont... c'est vraiment là que c'est... Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment les revenus des déciles inférieurs qui ont le plus baissé avec la sous-traitance. Voilà. Vraiment ça qui s'est passé. D'accord. Donc, depuis le début des années 90, il y a une vague de recours à des entreprises sous-traitantes dans le but d'externaliser des activités telles que l'alimentation, le nettoyage, la sécurité, la logistique. Ces externalisations ont été compensées par une forte hausse de la masse salariale travaillant pour des entreprises de services aux entreprises spécialisées dans ce type d'activité. Un employé exerçant ce type d'activité a perdu en moyenne 10% de son revenu en devenant sous-traitant. Ces opérations d'externalisation significativement augmenté la concentration des activités au sein des entreprises. On a beaucoup plus de chances que 2 personnes tirées au hasard fassent la même chose. Cette ségrégation grandissante entre travailleurs les plus et moins bien payés explique en grande partie la hausse des inégalités entre entreprises. Et on revient à ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a de plus en plus les entreprises qui marchent très bien, les mégas notamment, elles sous-traitent les autres travaux. Et ça participe énormément, évidemment, à la hausse, au fait que l'augmentation des inégalités est un phénomène entre entreprises, puisque c'est très lié au fait que moi, qui réussis très bien, pour ne pas avoir à payer plus mes employés qui font des tâches qui ne sont pas aussi qualifiées, je les sous-traite. Et du coup, je peux me permettre ça participe donc à cette augmentation d'inégalité de salaire. Vous voyez un peu comment ça... Voilà, ce phénomène soulève des questions concernant le bien-être des individus concernés, la dynamique des inégalités de revenus. En étant dans une entreprise ne payant que des bas salaires, l'accès à des plus hauts salaires pour les employés les plus compétents semble devenir de plus compliqué, parce qu'en fait, ils doivent changer d'entreprise pour y avoir accès, et le gain d'expérience auprès de collègues compétents devient également contraint, ainsi limitant les perspectives d'évolution au cours de la carrière. Vous avez mis une fois pour toutes, vous avez parqué les moins qualifiés dans des entreprises sous-traitantes, elles ont beaucoup moins d'opportunités d'apprendre de gens plus qualifiés. Vous savez que ça joue un rôle très important, évidemment, le fait que les gens plus qualifiés peuvent transmettre du savoir aux gens moins qualifiés au sein de l'entreprise. Et donc, disons que ça ossifie les inégalités, quoi. D'accord ? Vous voyez comment ça marche ? Alors, j'arrive maintenant à Pouyanné himself, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment Landier Gabex, quoi. Voilà. Alors, pourquoi la paie des CEO a augmenté tellement ? Donc, je vais revenir à des choses que j'ai déjà dit ailleurs, mais eux ont été un peu les premiers. Et c'est vraiment le size at stake, c'est la taille du gâteau concerné, quoi. C'est vraiment ça, quoi. On l'a déjà vu un peu, puisqu'on a vu les corrélations avec le Standard & Poor's, mais eux, en fait, ont été un peu les premiers qui ont mis cette idée sur le tapis. Ça a été vraiment leur grand truc, à Gabex et Landier, d'accord ? Donc, en fait, ils trouvent que cette théorie size at stake, c'est-à-dire, en gros, tu gagnes plus parce que tu gères un truc plus gros, quoi, et plus performant.
et donc tu es récompensé par rapport à la taille de l'entreprise. Et ils trouvent qu'en fait, ils ont une théorie de ça, et ils la confrontent et ils disent, ben voilà, le fait que les revenus des PDG ont suivi de près les variations de valeur des entreprises. Donc je vous ai déjà un peu montré ça tout à l'heure avec les corrélations. Je vous le montre encore un peu davantage, hein, puisque je tourne en rond, mais c'est pour bien vous montrer. Donc ils ont en fait cette théorie qui permet d'expliquer à la fois l'évolution de la rémunération des PDG, ainsi que la différence entre pays développés. Et donc voilà. Donc ils font appel à la théorie des valeurs extrêmes, et ils montrent comment théoriquement la rémunération d'un PDG dépend positivement de la taille de son entreprise, ainsi que de celle de l'entreprise de référence du secteur ou du pays. Puisque les PDG proposent leur force de travail sur un marché compétitif, plus les entreprises sont grandes, plus elles sont prêtes à débourser pour être correctement dirigées, parce que l'idée c'est que tu as plus à perdre en gros, si tu es déjà gros. Donc tu es prêt à payer très très cher pour que quelqu'un te maintienne la valeur de ton entreprise et la fasse prospérer. Tu as plus à perdre. Donc tu as un marché qui devient du coup très, très petit, quoi. Et donc tu as très peu de gens capables vraiment de faire ça. Et donc c'est la concurrence pour attirer des managers qui sont capables de gérer des grosses boîtes, de ne pas leur faire perdre d'argent, de les faire prospérer. Et c'est un marché souvent qui est un petit marché, et où la demande est souvent plus... Voilà, oui, tu as excès de demande par rapport à l'offre. Et c'est vraiment l'offre et la demande qui déterminent le salaire de ces PDG. D'accord ? Donc, ils utilisent deux bases de données couvrant la période 71-2011. Une base de données qui fournit des informations sur la rémunération des cadres supérieurs, incluant les PDG. Une base de données qui permet d'obtenir la taille des entreprises cotées en bourse. Et la rémunération des top managers, elle est déterminée ex ante, parce que la valeur des stock options est calculée au moment de l'attribution et pas au moment où les stocks sont exercés. Et vous voyez ici d'abord que ce qui est très intéressant, c'est que j'ai deux indices qui sont des mesures de compensation, le GMW et le FS, qui sont deux manières de calculer les compensations, les revenus totaux des 5 meilleurs payés, disons du top de l'entreprise, d'accord ? Donc je sais pas, les 3 mieux payés ou les 5 mieux payés. Et vous avez par ailleurs deux indices Standard & Poor's, c'est-à-dire un c'est la taille des entreprises en bilan. Alors c'est deux mesures de la taille de l'entreprise, un est en bilan et l'autre est en fonds propres, d'accord ? C'est la valeur de la firme, et ça, c'est la valeur de l'equity. En tout cas, ce que vous voyez, c'est que vraiment, vous voyez, le co-mouvement est très fort, quoi, entre la rémunération et la valuation de l'entreprise, quoi. Donc voilà, donc ça, donc voilà, ça c'est quand même très intéressant de voir. Donc la valeur de la firme, je dirais que la valeur de la firme, c'est le total, quoi. La firme, c'est la valeur nette présente des profits futurs. La valeur de l'equity, elle n'est pas entièrement financée par equity. Donc l'equity, c'est juste, c'est l'equity interne, c'est l'equity, c'est la valeur des actions de la firme. Mais ce n'est pas toute la valeur de la firme, parce que la firme n'est pas entièrement pure equity, quoi. Mais ça va dans le même sens. Vous voyez que c'est vraiment vous voyez le co-mouvement entre les rémunérations et l'évolution de la taille de la firme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Donc la variation entre de 80 et 2011, les indices de rémunération ont augmenté vous voyez, énormément, que ce soit l'une ou l'autre. La valeur de marché des 500 plus grandes entreprises a augmenté de 425% et la valeur de leurs fonds propres de 467%. Ces données confirment bien la théorie du size at stake. On observe bien un co-mouvement entre les rémunérations des top managers et la taille des entreprises. D'accord ? Voilà, et on peut regarder là, par exemple, on peut regarder, vous voyez, entre 2007 et 2009, vous voyez la valeur, les fonds propres, tout ça, ça baisse, il y a la crise financière qui passe, mais les rémunérations baissent également. Ça, c'est un peu ce qu'il essaie d'expliquer. Et par contre, en 2009 et 2011, ça augmente, et les rémunérations augmentent. Vous voyez, ça suit vraiment. Et alors là, c'est si je regarde entre pays, vous voyez, au lieu de faire ça d'entreprise, au lieu de dire au cours du temps, etc., je dis, voilà, il y a différentes entreprises, voilà la taille de la firme, et voilà la compensation des CEO. Et vous voyez que, également, entre pays, j'ai la même relation, quoi. Vous voyez, voilà, les entreprises avec les pays avec des entreprises plus grandes payent mieux, quoi. Vous voyez, donnent des salaires plus élevés à leurs entreprises. Vous voyez, c'est vrai en comparant entre entreprises aux États-Unis, mais c'est vrai également si je sors des États-Unis et je regarde des comparaisons entre pays. Les pays avec des entreprises plus grandes payent des salaires plus grands à leurs PDG. D'accord ? Donc, conclusion, la rémunération des PDG a augmenté proportionnellement à la taille des entreprises. En fait, elle a augmenté un peu moins que proportionnellement dans d'autres pays, je pense dans les nôtres notamment.
Et donc, ça va totalement de pair avec l'étude initiale que je vous ai présentée de Bloom et co-auteurs qui montre que la hausse des 1% les plus hauts revenus sont liées à la hausse généralisée du prix des actions et à la rémunération des stock options. Alors évidemment, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on a assisté? Je vous ai quand même dit que récemment, on avait assisté à l'émergence d'entreprises superstars, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et alors là, on arrivera à ça, j'espère en parler à un moment donné. Mais il y a la bonne raison pour grandir, qui est l'innovation. Mais il y a la mauvaise raison, qui est les barrières à l'entrée. Et en fait, les entreprises superstars, elles ont grandi en partie parce qu'elles ont innové, mais après, elles ont fait plein de merger and acquisition, elles ont profité des faiblesses de la législation de concurrence pour grandir encore beaucoup plus, et ça a eu un effet supplémentaire négatif, c'est-à-dire d'augmenter encore plus la rémunération de leurs dirigeants. Donc, ce n'est pas uniquement une récompense, le S&P ou les autres, ce n'est pas une rémunération entièrement à l'innovation. C'est aussi une rémunération à des comportements anticoncurrentiels ou à l'exploitation du fait qu'il y a des disruptions des chaînes de valeur, l'exploitation du fait qu'il y a des faiblesses dans la législation de concurrence. Et tout ce qui fait grandir augmente la rémunération des PDG. Donc elle n'augmente pas uniquement pour des... Donc quand il dit... C'est pas l'argument, on n'est pas quand même, il y a quelque chose qu'on peut dire. Le monsieur dit, voilà, moi, c'est normal que ma rémunération augmente puisque la valeur boursière augmente. Oui, mais en partie, la rémunération t'a augmenté, pas uniquement pour des bonnes raisons, pas uniquement parce que tu as innové, mais aussi parce que tu as exploité des situations, enfin des opportunités de pouvoir de monopole exacerbé ou ou des situations qui ont fait que pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas eu, la concurrence n'a pas joué à plein. Ça peut être en partie parce que la législation de concurrence n'est pas bonne, parce que tu as le Covid qui fait des disruptions de chaînes de valeur, ça réduit la concurrence et évidemment ça a eu l'effet d'exacerber les valeurs tu vois, la taille et du coup, il dit je vais m'augmenter, tu comprends? Donc c'est là est le débat. Le débat n'est pas tellement qu'il peut te dire moi ça dépend de la taille, mais tu pourrais dire oui, mais tu peux avoir plusieurs raisons pour lesquelles la taille augmente. Et quand on a le débat sur les super profits, c'est un peu le débat sur est-ce que c'est de la rente d'innovation ou est-ce que c'est de la rente d'autre chose que de l'innovation? Et c'est là qu'il y a le débat, tu vois ce que je veux dire? Donc même s'il te dit, moi, regardez, le Standard & Poor's, ça fait ça, ma rémunération fait ça, oui, mais pourquoi ton Standard & Poor's, il a augmenté, d'accord? Et là, il y a un débat, quand même. Alors on peut avoir telle ou telle vision là-dessus, hein, mais il y a un débat, voilà. Vous voyez où je me place, là? Vous voyez où j'en suis? Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Tu es grand dans une grande entreprise, tu gagnes quand la taille augmente. Mais la taille peut augmenter pour des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Et le tout, c'est d'identifier est-ce que c'est pour des bonnes ou des mauvaises et comment on peut savoir si c'est des bonnes ou des mauvaises. Et c'est là que la politique économique peut jouer un rôle plus fine, quoi, tu vois, de dire, voilà, je peux avoir des indicateurs. Par exemple, moi, je suis dans un travail de recherche en ce moment où je regarde la productivité en valeur et la productivité en valeur divisée par le prix, et je regarde le prix. Et je me dis, si c'est vraiment des grandes innovations, tu peux augmenter tes prix parce que tu as de la qualité meilleure. Si c'est autre chose, c'est différent. Enfin, voilà, tu regardes, est-ce que c'est lié en fait, tu peux, disons, avoir de l'indication que tu as innové, quoi, voilà. Et au contraire, que tu as profité d'opportunités qui ne sont pas vraiment de l'innovation et qui sont autre chose. Et donc, tu peux aller un peu plus loin et de dire, voilà, derrière l'augmentation du S&P ou d'autres indices de taille, il y a différentes causes à ça, et je peux aller les regarder de plus près. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, je vais parler d'inégalité homme-femme. Un petit peu. D'accord? Bon, moi, je prédis un prix Nobel dans pas longtemps. Et si je vous dis les noms, il y aura Goldin, donc Claudia Goldin. Et je pense avec elle Marianne Bertrand, qui est plus jeune, hein? Voilà. Ça, c'est deux noms à retenir. Voilà. Quand vous parlez de gender, alors il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur gender, mais disons que ça serait vraiment un prix Nobel Goldin-Bertrand, ça serait joli, quoi. Voilà. Deux femmes, donc une un peu plus âgée que l'autre, et voilà. Donc Goldin a été ma collègue à Harvard, et Marianne Bertrand, elle est à Chicago, mais elle était étudiante à l'Université libre de Bruxelles avant, très proche d'un ami très proche à moi. Voilà. Bref.
Donc voilà. Alors, elle faisait une présentation, hein, il y avait un symposium sur les inégalités à Stockholm en fin août, et donc Claudia devait venir, mais Claudia est passionnée par ses chiens, et dès qu'un chien a un peu un rhume, elle ne bouge plus de Boston, quoi. Moi, j'ai toujours voulu être traité un dixième aussi bien que ces chiens, mais en 15 ans à Harvard, j'ai jamais réussi. Hein. Non, elle a vraiment une passion. Il n'y a rien de mal à ça. Hein. Elle a vraiment absolument une vénération pour ses chiens. Voilà. Donc, s'ils ont un petit rhume, s'ils éternuent une fois, le voyage est annulé, quoi, immédiatement, quoi. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire. Voilà. Alors, bref. J'avais, dans le premier cours, je vous avais déjà un petit peu parlé du fait que les entrepreneurs ont plus tendance à être des hommes que des femmes, d'accord? Mais je n'avais pas été loin du tout. Là non plus, je ne vais pas aller très loin, mais je vais quand même un petit peu avancer. Voilà. Donc cette inégalité est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs qui se constituent, qui créent des entreprises cotées en bourse, vous voyez, ou des entreprises en responsabilité limitée, quoi, par rapport aux auto-entrepreneurs. On avait surtout ceux-là, ceux qui créent des entreprises qui deviennent des grosses boîtes, ceux-là ont plus tendance à être des hommes que des femmes. Voilà. Alors, je vais un tout petit peu vous donner quelques petits éléments sur des inégalités hommes-femmes. C'est absolument pas, c'est un sujet en soi. On pourrait faire un cours entier au Collège de France, on pourrait faire une chaire là-dessus. Pas juste un cours, mais faire plein de cours. Moi, je vais vous donner une petite entrée, on dit en anglais un teaser, pour vous taquiner, quoi. I'm teasing you, je vous taquine. Hein, je vous donne d'accord ? Alors déjà, je vous donne quelques éléments. Ça, c'est le côté optimiste. Le côté optimiste, c'est que quand même, le différentiel, que ce soit en termes de participation à la force de travail, de travailler, quoi, donc, ou de salaire, vous voyez que c'est du négatif-négatif. C'est-à-dire que le différentiel homme-femme tend à se réduire, que ce soit en termes, par rapport au salaire, donc les inégalités de salaire se sont réduites entre 2005 et 2017. Ça, c'est ce qui est vertical, tu vois, hop. Et puis, elles se sont réduites aussi vers la gauche, c'est-à-dire que, tu vois, tu as alors, dit plus ou moins selon les pays, hein. Donc, nous, on n'est pas là. C'est quand même, je trouve qu'un diagramme où il n'y a pas la France ne devrait pas le mettre. Hein. Je me rends compte, c'est pas bien ça. Je ne comprends pas pourquoi. Mais ça, c'est un peu la revanche des Belges sur les Français. Hein. On se moque tellement des Belges qu'ils ne mettent plus la France. Voilà. Donc, vous voyez, mais alors évidemment, la Finlande, elle réduit très peu, parce que la Finlande était déjà très bien, quoi. La Finlande, je crois, était déjà à un niveau très élevé. Ou bien ils sont indécrottables. Donc c'est ça qu'il faudrait savoir. Je vais demander à mon ami finlandais, s'il y a des Finlandais parmi vous, ils peuvent lever la main. Non, ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient déjà très bien ou parce qu'ils sont hopeless, quoi. Voilà, d'accord. Donc en fait, alors ça vous rend plutôt optimiste. Mais malheureusement, c'est un peu trop optimiste. Voilà. Et pour vous donner un peu une idée en tout cas que c'est un chemin semé d'embûches, le chemin vers l'égalité homme-femme, c'est que d'abord, si vous voulez, alors là, je suis désolé, c'est un peu en anglais, là, parce que j'ai mis ça un peu au dernier moment, mais je vais vous le traduire, je fais la traduction moi-même, et on vous les traduira en français. C'est quelques slides seulement. Les femmes sont sous-représentées dans les occupations, dans les métiers qui sont rémunérateurs. Donc, en général, c'est des métiers qui requièrent une bonne formation scientifique ou bien les top jobs qui sont et alors ce que j'appelle la C-suite, que ça je vous dirai tout à l'heure, c'est les high ranking executive titles, c'est-à-dire que c'est vraiment les jobs PDG, directeur général, CEO, CFO, etc. C'est ça que j'appelle le C-suite. Donc typiquement, les femmes sont sous-représentées dans ces jobs. Et alors le truc dramatique, c'est que, je ne vous l'ai pas dit, parce que là il y a un papier dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, d'un collègue à moi qui s'appelle David Card, qui a eu le prix Nobel l'an dernier. Et David Card, avec des co-auteurs, montre que quand les femmes sont à la tête de comités de ressources humaines, elles sont encore plus dures avec les femmes que les hommes. Hein. C'est terrible, hein. Vous le saviez ça? C'est incroyable. Hein. Mais elles sont vachement dures. Mais oui. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est David Card. Hein. Donc, après, prix Nobel et tout. Ouais. Donc, non seulement elles sont sous-représentées en haut de la hiérarchie, mais en même temps, elles tendent à gagner moins dans ces postes-là. Vous voyez? Donc, elles sont sous-représentées et elles tendent à gagner moins à ces postes, d'accord?
Et pareil, les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs qui sont des entrepreneurs qui créent des boîtes qui ne sont pas juste des auto-entrepreneurs, elles sont vraiment sous-représentées. Et alors, on va voir tout à l'heure, mais ça, je vais vous montrer aussi qu'elles tendent à avoir, évidemment, dès qu'elles deviennent mamans, les revenus chutent. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est les inégalités, c'est ce qu'on appelle la C-suite. Ce n'est pas une suite dans un hôtel, hein, c'est les High Ranking Executive Titles, donc c'est les hauts jobs, d'accord? Et vous voyez donc au total, les femmes représentent 44%, mais plus je monte, plus elles représentent très peu, CEO 5,8, quoi. Vous voyez, dès que je monte, plus je monte dans la hiérarchie, plus les femmes représentent une fraction très faible. Vous voyez, donc il y a du chemin à parcourir, hein. Et ça, je pense que c'est les États-Unis, ça, hein, forcément. Hein. Voilà. Alors celui-là, ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire. Parce que, donc voilà, mais je crois que j'ai compris. Passé beaucoup de temps sur cette figure. Et on s'y est mis à deux. Donc en fait, en abscisse, ça représente le logarithme, c'est une mesure du revenu total annuel des hommes. D'accord? Donc ça, et on regarde à différents niveaux de revenu total, et on dit, voilà, on regarde des revenus des hommes, et à ce moment-là, je regarde la différence de revenus des femmes qui sont dans le même centile de revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, voilà, je vois l'homme, il gagne ça, voilà, et il a une certaine occupation, d'accord? Et je regarde maintenant les femmes dans la même occupation. Mais je le fais pour différentes occupations. D'accord? Donc je regarde des hommes à différents niveaux de revenus et je regarde maintenant les femmes dans les mêmes occupations que les hommes que j'ai regardés, selon l'occupation, évidemment. Donc je regarde dans la santé, dans la tech, dans les sciences, etc. D'accord? Selon les occupations. Mais tu vois que partout, à tout niveau de revenu, les femmes, il n'y a pratiquement rien au-dessus de la ligne. Les femmes sont toujours en dessous, quoi. Tu vois? Donc en fait, à tout niveau. Alors, plus ou moins selon les secteurs, tu vois ce que je veux dire. Mais donc, tu peux regarder selon tel niveau de revenu, est-ce que c'est surtout dans telle occupation que tu as le gap le plus grand ou pas entre les femmes et les hommes. Donc, c'est sympa parce que ça donne à chaque niveau de revenu, je vois à peu près l'occupation de l'homme et je dis, voilà maintenant la femme, selon qu'elle est dans ce revenu, mais en health, dans ce revenu, mais en machin, voilà quel va être le différentiel de salaire. Mais vous voyez que c'est toujours très en dessous du niveau de la mer, d'accord? On est quand même très en dessous, quoi. Voilà. Alors, là, c'est intéressant, parce que là, on regarde la part des femmes dans différentes catégories. Et vous voyez que là, ça, c'est la fraction des femmes, c'est toujours en dessous de 50, mais ça a augmenté, et on se rapproche de 50 dans la force de travail. Mais après, je regarde quelle est la fraction des femmes parmi les travailleurs qui sont dans le top 10% des revenus du travail, ou dans le top 1%. Et vous voyez que plus je baisse, plus je suis dans le top 0,1, vous voyez, la fraction des femmes, elle est plus faible, et elle augmente moins vite. Donc, en gros, les femmes... la fraction des femmes dans la force de travail augmente, mais la fraction ça augmente moins et de moins en moins vite à mesure que je monte dans les revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? D'accord? Alors ça vous montre le déficit. Vous voyez, on regarde les hommes et les femmes. S'ils étaient en égalité, ils seraient sur ce qu'on appelle la première bisectrice, ou la droite à 45 degrés. C'est-à-dire qu'il y aurait autant d'hommes que de femmes, vous voyez. Mais vous voyez, tous les pays, on est très en dessous, quoi. On est très, très en dessous. Même la Suède, vous voyez, on est toujours, il n'y a pas nous, non, mais les pays sont toujours en dessous. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'hommes qui ont des formations scientifiques que des femmes, hein. Alors, on va arriver à ça, ça nous amène à Larry Summers. Moi, j'ai assisté, parce que vous savez, Larry Summers, vous avez sûrement entendu parler, il a été secrétaire d'État au Trésor de Clinton, il a été conseiller économique d'Obama pendant la crise financière, il l'a pas mal conseillé, enfin avec Geithner, et il a été président d'Harvard, et alors là, il a fait une grosse gaffe,
c'est que, mais en fait, il y avait des gens qui voulaient sa peau à Harvard. Hein. Moi, j'étais vraiment à l'intérieur, j'étais des profs là-bas, et il a été dans un truc et il a dit que les gens lui ont fait dire, enfin, il a dit, mais je ne sais pas s'il voulait vraiment dire ça, que les filles ne sont pas douées pour les maths, quoi. En gros, que les filles, c'est moins que les machins. Voilà. Enfin, il l'a dit d'une manière, tu vois. Alors, il aime bien être un peu grande gueule aussi, et voilà. Mais comme il y avait des gens qui voulaient vraiment sa tête parce qu'il il y avait eu des décisions très controversées, il n'attendait que ça pour le dégommer, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, il a quitté la présidence d'Harvard. Voilà, c'est la seule chose. Voilà. Anyway, donc je ne vais pas m'étendre sur Larry, mais qui a été mon prof en macro et tout ça, donc je pratique depuis longtemps. Mais voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander pourquoi il y a tellement plus d'hommes que de femmes dans tout ce qui est les engineering, maths, computer, physics, d'accord. Alors, ça, l'autre chose, mais on reviendra à ça. Ça, on va y revenir. Mais en attendant, je vous avais parlé de qu'est-ce qui se passe sur le revenu des femmes après la première naissance. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous voyez quand même que c'est intéressant qu'après, évidemment, même en Suède, en Suède, il y a quand même une baisse du revenu des femmes après naissance. Un peu moins au Danemark quand même. Hein. Vous voyez, donc c'est intéressant. Et là, vous avez US et UK. Mais quand même, c'est intéressant parce qu'on voit quand même que cette baisse, elle est très grande initialement, mais là, elle tend à se réduire au cours du temps. Tandis que là, vous voyez qu'elle augmente, elle ne se réduit pas au cours du temps, au contraire. C'est intéressant. Donc il y a peut-être quelque chose de différent entre le modèle scandinave et le modèle anglo-saxon, là. Alors à creuser. Mais c'est quand même intéressant qu'initialement, tout le monde, une femme, quand elle a un enfant, elle perd, mais ça tend à vite se résorber, enfin en tout cas à se résorber partiellement dans les pays scandinaves, et ça ne se résorbe pas dans les pays anglo-saxons. Donc ça, c'est des mystery, why, je ne sais pas. Voilà, donc ça, c'est intéressant de savoir, mais c'est une chose énigme. Voilà, et ça, c'est l'Autriche et l'Allemagne. Alors ça se résorbe un petit peu. De toute façon, l'Autriche et l'Allemagne, c'est un peu entre les deux. Hein. Ce n'est pas tout à fait scandinave, mais ce n'est pas tout à fait anglo-saxon non plus. Hein. Donc en général, vous trouverez... Si vous me dites, moi je pense que l'Allemagne, l'Autriche, les Rhénans, les Pays-Bas, c'est entre la Scandinavie et les Pays-Bas, en général, vous avez bon, quoi. Ça, vous trouvez le truc qu'il faut. Alors donc, en fait, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Les inégalités entre hommes et femmes ne proviennent pas de différences... Ah oui, alors, donc là, il y a... alors maintenant, on essaie de voir, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a ces inégalités, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir le fait, est-ce que c'est simplement, voilà, est-ce que c'est social? Simplement, les femmes doivent être payées moins que les hommes. Et alors, on a d'abord regardé des raisons objectives. Est-ce que les femmes, il semblerait que les femmes, mais on ne sait pas si c'est vrai, est-ce qu'elles sont plus averses au risque que les hommes? Est-ce que dans un environnement compétitif, elles se battent moins que les hommes? Est-ce qu'elles sont plus enclines à éviter la compétition que les hommes? Est-ce qu'elles négocient moins? Est-ce qu'elles sont plus enclines à financer des biens publics? Voilà, des gens essayent de dire il y a ces éléments. Mais ça, ce n'est pas vraiment une explication, parce que la question, c'est pourquoi elles le seraient moins? Tu vois, ça ne suffit pas de dire elles le sont moins. Pourquoi elles le sont moins? Et là, si tu veux, on arrive à cette idée de discrimination statistique. C'est qu'en gros, on pense que ce qui se passe, c'est la suivante. Et ça, c'est montré très bien dans cette figure-là. C'est-à-dire que là, c'est très intéressant, parce que ça montre un peu en termes de maths. Voilà. Il y a eu là, en gros, je vais vous donner l'idée de base, mais après, je vais vous dire comment L'idée, c'est de dire... En fait, il y a des préjugés dans la société. On pense que les femmes sont comme ci ou sont comme ça. Par exemple, on pense ce que pense Larry Summers, d'accord? Du coup, moi, je suis une fille, je me dis, de toute façon, comme on pense a priori que je suis nul en maths, on a un préjugé sur moi. Donc si j'ai d'autant plus peur de rater, parce que si je rate, on va dire on te l'avait bien dit, you wanted to prove, quoi. Tu as voulu jouer à la maligne, tu as voulu montrer que tu étais bonne en maths, et en fait, on sait très bien que vous êtes nul, quoi. Donc pourquoi why do you show? Évidemment, il aurait pu avoir un autre raisonnement qui est de dire ils ont ces préjugés, je vais leur montrer à quel point ils ont tort. Mais on se dit, moi seul contre un préjugé, je ne peux pas grand-chose. Et donc, si tu veux, il y a un peu cette idée qu'il y a les préjugés, ça fait des stéréotypes, et que les femmes réagissent aux stéréotypes. C'est-à-dire qu'elles disent je ne peux pas aller contre le stéréotype, tu vois. Il y a eu des expériences là-dessus très intéressantes en Inde. Par exemple, si tu veux, il y avait des expériences où on dit à quelqu'un je sais que tu fais partie de tu sais, pas des incurables, on appelle ça
Les intouchables, pas les incurables, les intouchables. Non, pas terrible. Bon, les intouchables, voilà. On fait partie des intouchables, et dans l'autre, on fait une expérience, on ne dit rien à la fille. Et dans celui où on dit, je sais que tu es intouchable, fais ce test, elle ne fait pas bien le test. Quand on ne dit pas, je sais que tu es ci ou que tu es ça, elle fait très bien le test. Vous voyez? Ça, c'est très profond. C'est ça qui se passe beaucoup. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, je sais qui tu es, tu vois, et voilà le stéréotype qu'il y a sur toi, j'ai déjà découragé énormément. Si je ne dis rien du tout, là, la personne travaille et dit, ben, je vais faire mes preuves. Voilà. Donc ce phénomène est très intéressant. Et sur les maths, il y a eu un truc assez intéressant, c'est cette chose-là. Il y a eu la réforme du bac en 2019. L'enseignement des maths n'est plus obligatoire, ce qui, je pense, sur certaines choses, Blanquer a fait de très bonnes choses, sur l'économie et d'autres choses, notamment l'enseignement de l'économie, mais sur les maths, je n'aurais pas fait ça. Et le nombre de filles... Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que tu n'as plus la terminale C, tu composes ta terminale C, mais avant, tu avais C et A. Et quand tu faisais C, les maths étaient obligatoires et tu avais un certain nombre d'heures incompressibles de maths. Après, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus A, B, C, enfin, ou scientifique, S, et moi, c'est ABC de mon temps, c'est-à-dire du temps des dinosaures. C'est devenu scientifique et littéraire. Mais maintenant, il n'y a plus S et L, d'accord? Et tu te composes toi-même tes trucs, quoi. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'à la suite de ça, d'abord, à la suite de ça, on a vu d'année en année, d'abord, même les garçons prendre moins en moins de maths, si tu veux, se détacher de plus en plus de ce qu'on demandait d'eux en maths, en heures, quand il y avait la section S, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plus prononcé pour les filles que pour les garçons. Pour les garçons, c'est du moins 20%, et pour les filles, c'est du moins 28%, d'accord? Et l'effectif des élèves scientifiques suivant au moins 6 heures de maths en terminale, lui alors, il a chuté beaucoup plus pour les filles que pour les garçons. Et quelque part, si tu veux, il y a cette idée, j'ai peur de confirmer le préjugé que je suis nul en maths, j'ai peur de le confirmer, quoi. Donc je préfère ne pas me mettre là-dedans. Et en fait, les filles vont beaucoup plus dans les scientifiques, c'est plus la biologie, elles veulent faire de la médecine, elles veulent devenir médecin, voilà, et plus que les maths. Et donc c'est intéressant, c'est surtout plein d'entre vous qui me diront que c'est juste ou pas juste, que vous avez vécu cette expérience. Mais c'est très intéressant, il y a encore beaucoup de recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est dû, tu vois, l'importance de ce facteur de stéréotype et de réaction endogène aux stéréotypes, quoi. Voilà, et ça c'est vraiment crucial pour, c'est vraiment un des éléments, un des éléments très importants qui explique, disons, le fait qu'il n'y ait pas, que les inégalités hommes-femmes ne se résorbent pas comme on aurait pu espérer qu'elles le fassent. Voilà, donc on n'est pas plus on est dans des modèles de marché avec information asymétrique et avec coordination des croyances. Et donc on est dans un monde très behavioral, tu vois, et donc c'est toute une économie, maintenant un nouveau pan de l'économie qui est une économie de comportement et des croyances. Et Roland Benabou était venu parler de ça pendant une année. Je l'avais invité à donner un cours là-dessus. Vous aviez peut-être certains d'entre vous suivi le cours de Roland Benabou. Benabou et Tirole travaillent beaucoup sur des choses comme ça, et qui impliquent les croyances, l'évolution des croyances, etc. Et ça joue un rôle très important ici. Voilà, bon, maintenant je passe à la dernière partie. Vous êtes encore en vie ? Ah, bon, télétravail. C'est pas, alors, je ne veux pas que vous télétravaillez avec moi, hein, vous continuez de venir, hein, parce que là, si vous n'allez plus, là, très triste. Ça ne s'applique pas à nous, ça. Voilà. Alors, le télétravail, c'est beaucoup des travaux, enfin, plusieurs personnes ont participé, mais c'est beaucoup mon copain Nick Bloom. Donc, j'ai eu la chance de l'avoir comme étudiant. Moi, j'avais une étudiante, c'est ça. Un jour, vous savez, il m'est arrivé des trucs avec des étudiants, mais moi, j'ai cultivé mon immaturité, donc je suis aussi immature que quand j'étais étudiant. Mais j'ai eu des étudiants, un jour, j'étais éditeur d'un journal et j'envoie à un étudiant un papier à référer. Tu sais que tu envoies à tes étudiants pour faire des rapports de référé, enfin des rapports, des évaluations d'articles. Et il m'a répondu très gentiment, écoutez, enfin c'est un assistant qui m'a dit, il aurait été ravi de le faire, mais il est devenu gouverneur de la Banque centrale du Chili, donc il ne va pas pouvoir vous faire le... donc, voilà. Et bon, enfin, j'en ai bien un qui est devenu président de la République, hein, donc voilà. Bon. Work from home. OK. Donc là, c'est Nick Bloom, étudiant à University College London, qui maintenant est à Stanford. Et ils ont plusieurs articles, quoi, en fait. Et ils regardent un petit peu l'impact du télétravail sur la performance individuelle et collective, sur la satisfaction au travail, sur le turnover, c'est-à-dire le taux de remplacement des travailleurs, est-ce qu'ils restent longtemps, pas longtemps dans l'entreprise,
les attitudes vis-à-vis du télétravail. Et puis j'ai mes amis, Bergeau qui était mon étudiant, travaillait avec moi, qui maintenant devient une grande star très rapidement. Donc, profitez qu'il est encore en France, parce qu'il ne va pas l'être très longtemps. Celui-là, je peux vous dire qu'il va être happé par une top university américaine ou anglaise dans très peu de temps. Et on étudie l'impact du télétravail en dehors et sur d'autres choses, notamment sur le marché immobilier. Voilà. Alors, il y a un premier article de Blue Metal, et ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ils regardent les C-Trip, donc Trip, c'est voyage, et C, c'est Chine. Hein. Ça me vient à l'instant. J'aurais pu penser, mais comme j'ai une nuit un peu agitée. J'ai une nuit un peu agitée parce que je dois partir à Barcelone, et puis tout à coup, j'ai réalisé à 11h du soir que ma compagne était partie avec ma valise. Donc j'ai dit, mais où est-ce que je vais mettre mes affaires? Voilà, bref. Bon, enfin, donc, je ne vais pas vous faire profiter. Elle est adorable, c'est excusé, mais elle est adorable. Bon, voilà, alors, donc voilà. Ça s'amuse beaucoup, le premier rang. Donc, en fait, donc il y a le call center de Shanghai, et on regarde aussi aux employés, on compare les employés de Shanghai à ceux des bureaux de Nantong, d'accord? Et en fait, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on prend a priori des gens qui seraient intéressés par le télétravail. Donc on dit a priori, montrez que vous êtes intéressés. Donc ça, c'est volontaire, d'accord? Donc on a un pool, on a ceux qui sont intéressés ou ceux qui ne le sont pas, d'accord? Et après, on dit, voilà, parmi ceux qui sont intéressés, eh bien, on va dire, eh bien, ceux qui sont nés les jours pairs vont faire partie du groupe de traitement, donc ils seront en télétravail pendant toute expérience, tandis que les individus nés les jours impairs feront partie du groupe de contrôle où il y aura pas ou peu de télétravail, d'accord? Et ça fait un peu un truc qui est randomisé, quoi. C'est toujours l'expérience randomisée, vous en aurez beaucoup. Esther Duflo arrive en novembre, donc là, l'expérience randomisée, vous serez devenus les experts mondiaux de ça, d'accord? Voilà. Donc, j'attends qu'elle arrive pour vous expliquer en détail ce qu'est qu'une expérience, un random control trial. Voilà, bien qu'il y ait des médecins, les médecins, ils savent très bien ce que c'est. Ils n'ont pas attendu les économistes pour savoir ce que c'est qu'un random control trial. Voilà. Alors là, déjà, quelques statistiques, c'est qu'en fait, les individus travaillant principalement en télétravail sont concentrés dans le décile de salaire le plus élevé. Alors là, ça, c'est indépendant de l'expérience, ça, c'est statistiquement, quoi. On regarde statistiquement, ceux qui sont... voilà, en général, c'est aux US, hein, donc ça, c'est pas en Chine, là. Je suis aux US, je vous donne juste quelques petits éléments. C'est qu'en général, le télétravail, ça, c'est avant la pandémie. Hein. Après, je vais voir l'effet de la pandémie. Le télétravail, c'était surtout là, et surtout dans les jobs les plus importants, d'accord? Dans les jobs les mieux payés. Ensuite, on peut regarder selon les pays, quelle est la fraction des directeurs d'entreprise qu'on autorise à travailler, à faire du télétravail, d'accord? Et ça, on voit que c'est très important en Angleterre, en Allemagne, moins en France d'ailleurs à l'époque que dans ces pays-là. Et puis voilà, vous voyez, vous tombez. Et en général, plus les pays... Enfin, voilà, donc c'est intéressant de voir les différents pays, et évidemment, là, moins on est développé, moins on a du télétravail aussi, hein, d'accord? Donc voilà, donc très important en Europe, aux US, au Royaume-Uni, non négligé, mais il y a quand même des pays en développement où il y a aussi du télétravail, donc c'est quand même intéressant. Donc voilà. Alors après, donc je dis, bon voilà, donc il y a on regarde d'abord aussi ceux qui ont exprimé le souhait de faire du télétravail, et on voit qu'en général ils sont plus souvent mariés, ils ont plus de chances d'avoir des enfants, ils ont des temps de trajet en moyenne plus importants, et ils ont plus souvent leur propre chambre dans leur appartement. Enfin, ce n'est pas des scoops ce que je vous dis là, vous auriez deviné, hein, si je vous avais dit oui, non. Hein. On devrait faire des petits tests comme ça avec vous, pour voir si vous êtes encore bien réveillé, bien, voilà. Hein. D'accord? Donc ça, c'est mis en économétrie avec des étoiles du guide Michelin pour montrer que c'est des bonnes corrélations. Je ne veux pas vous embêter avec ça, d'accord? Voilà. Alors, on regarde maintenant la performance des employés de call center. Donc, c'est des call centers. Il y en a qui télétravaillent, il y en a qui vont au bureau pour faire des call centers. Hein. Des calls, c'est des appels pour organiser les voyages. Et on regarde par le nombre d'appels qu'ils traitent par semaine. Donc, c'est une bonne indication de la productivité. Combien de calls tu fais par semaine, tu vois? Et l'ordre de grandeur, c'est 300 à 500 appels par semaine. Et en fait, les groupes de traitement et de contrôle ont des performances très similaires avant l'expérience. Tu vois, donc on est bien sûr qu'on n'a pas sélectionné. C'est ça qui est intéressant, c'est que en fait,
eh bien, tu vas avoir ces gens, on a sélectionné parmi ces gens qui aiment bien faire du télétravail, on voit qu'avant qu'on dise, toi, tu vas faire du télétravail et toi, tu ne vas pas en faire, ils ont à peu près la même performance en termes de call. C'est important parce que sinon, tu te dis, ben, bon, en même temps, c'est normal, j'ai choisi les jours impairs et les jours pairs, je ne vois pas pourquoi en étant né un jour pair ou un jour impair, j'aurais des différences de performance très grandes, quoi. Donc voilà, on se dit, mais c'est toujours important parce que tu veux être sûr que tu n'es pas contaminé par un effet de sélection, d'accord ? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on voit que, eh bien, les contrôles, si tu veux, c'est à peu près, oui, à peu près le traitement. Après le traitement, disons que pendant l'expérience, eh bien, il y a un peu plus de productivité du traitement que du contrôle. Quoi, que je ne vois pas, évidemment, ça aussi beaucoup, mais en moyenne, tu as plus de, tu as meilleur, le jaune passe plus, le orange, qui est le traitement, passe plus au-dessus du bleu. Vous voyez, après la période où l'expérience est mise en œuvre qu'avant la période. Là, le bleu et le rouge se confondent, mais là, vous voyez que typiquement, le bleu tend à être sous l'orange, vous voyez. En fait, donc, le télétravail augmente la productivité des employés. Vous voyez, donc c'est parmi les employés qui ont montré un intérêt pour le télétravail, eh bien, ceux qui ont été sélectionnés pour faire du télétravail à temps plein ont une productivité qui augmente par rapport à ceux qui ne l'ont pas été, d'accord? Mais c'est par rapport à des gens qui le font. Alors, il est intéressant de noter que la productivité des employés traités a aussi augmenté par rapport à celle des employés d'un autre call center qui n'étaient pas concernés à l'expérience. Donc, non seulement au sein des gens qui voulaient, ça a augmenté, mais aussi ils ont augmenté par rapport à d'autres call centers où on n'avait pas du tout fait l'expérience de télétravail, d'accord? Donc, c'est à la fois, je compare à des gens comparables, d'accord? Et à la fois à des gens d'un autre call, ou là, d'un autre call center, on n'avait pas fait le truc. Donc, si vous voulez, là, je compare avec experiment et non-experiment. Tu vois qu'en termes de performance de phone calls, eh bien, celui qui est sélectionné pour être dans full télétravail par rapport à ceux qui ne l'ont pas été, parmi ceux qui, a priori, voulaient, c'est mieux. Et en moyenne, ceux qui ont été la performance disons, de ceux qui ont été sélectionnés par rapport à la moyenne dans un autre endroit qui, lui, n'était pas sujet à l'expérience, a lui aussi augmenté, d'accord? Alors, il est intéressant de constater qu'à la fin de l'expérience, on autorisait les employés à choisir leur groupe. Alors, à la fin, on a autorisé les employés à choisir leur groupe, s'ils voulaient être traitement ou contrôle. La différence de performance a continué à augmenter considérablement. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'il semblerait que les individus qui, à travers l'expérience, ont pu vérifier qu'ils étaient plus efficaces, sont restés en télétravail, tandis que ceux qui, finalement, ne l'étaient pas, sont revenus à leur lieu de travail. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit à tout le monde, vous pouvez tous y aller, mais ceux qui ont quand même été sujets à l'expérience, tu vois, ils ont pu s'auto-sélectionner. Ils ont pu dire, moi je suis bon à ça, moi je ne suis pas bon à ça. Et donc, comme ils ont fait cette expérience avant, ça leur donne un avantage de productivité sur ceux qui n'ont pas pu faire cette expérience. Donc, expérimenter vous apprend à vous connaître et à améliorer votre performance. D'accord? Donc, voilà. Donc, la sélection a augmenté, disons, l'impact de la performance. Donc, on voit tout de suite. Donc, il y a avant la performance, il y a la performance, et puis il y a après, on autorise tout le monde, et ça continue. Disons que ça continue d'augmenter pour ceux qui avaient été en fait présélectionnés avant. C'est intéressant. On aurait pu penser qu'il y avait convergence, et en fait, ils continuent d'augmenter par rapport aux autres. Alors, on peut se demander comment les employés ont perçu la performance et l'impact du télétravail. Les employés évoquent majoritairement comme facteurs d'amélioration des facteurs de confort dans leur environnement de travail et de silence, mais aussi une tendance à considérer plus positivement l'entreprise en fonction de ce gain de flexibilité. D'accord? Donc, les facteurs de dégradation de la performance sont un manque de motivation sans la présence de collègues et une augmentation des distractions. Donc en fait, c'est intéressant parce que ceux qui font du télétravail, eh bien, ils considèrent beaucoup plus que, eh bien, ils mettent du poids sur que ça donne un environnement, tu vois, ceux qui sont, ils considèrent que ces qualités-là sont beaucoup plus importantes, si tu veux, qualité, confort, etc., que ceux qui n'ont pas fait, quoi. Donc, si tu veux, tu es conforté dans les aspects positifs du télétravail quand tu as pratiqué le télétravail. Donc, malgré ces effets très positifs du télétravail, eh bien, ils observent qu'à performance égale, les employés en télétravail sont moins promus. Donc, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire qu'ils tendent à avoir de meilleures performances, mais ils sont moins promus. Et
et des causes potentielles, c'est que les managers ne peuvent pas observer les bonnes performances des employés aussi facilement s'ils sont en télétravail que s'ils sont sur leur lieu de travail. Et puis, il y a des préjugés sur le télétravail. Donc, c'est intéressant, parce que le télétravail, ça peut améliorer vos performances, mais c'est moins visible. Tu dois te montrer pour qu'on te promeut. Tu vois et donc, ça va être intéressant parce qu'on se demande aussi qu'est-ce que c'est que l'entreprise. Est-ce qu'on peut tout faire en télétravail ou il faut quand même passer du temps dans l'entreprise et interagir avec les autres employés, avec le management, etc. Et c'est toute la notion d'entreprise. Pourquoi on ne peut pas entièrement télétravailler? Pourquoi tout le monde ne peut pas Pourquoi il faut quand même qu'il y ait un noyau qui s'appelle l'entreprise? Et qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Donc ça, c'est intéressant de se demander. Voilà, donc ensuite, pour interroger la présence de possibles préjugés au sujet du télétravail, on sonde les employés de C-Trip sur ce qui pourrait rendre un employé en télétravail moins productif. Le résultat, c'est que les employés ne télétravaillant pas évoquent près de 3 fois plus souvent que les employés en télétravail les possibles distractions liées à des appareils électroniques, famille, amis, etc. Donc au total, cet article suggère des gains de productivité importants pour les employés en télétravail, ceci d'autant plus pour les employés qui semblent compatibles avec ce mode de travail. Mais ce travail de recherche met également en évidence des attitudes assez polarisées face au télétravail et un défaut de mise en valeur des employés quand ils sont plus efficaces en télétravail. Donc maintenant, on va regarder comment la pandémie va affecter le télétravail, d'accord? Et après, je vous libère. Le télétravail a significativement augmenté de 5% à 20%. Et donc, eux, ils regardent aux États-Unis, je pense, hein, forcément. Voilà, et donc ça a été vraiment important. Cette augmentation va persister en raison de l'investissement, les attentes des travailleurs, la diminution du stigma, l'innovation et la densité. Donc eux, ce qu'ils pensent, c'est que le Covid, ça a augmenté fortement le recours au télétravail, mais ça ne va pas retomber maintenant que la pandémie est essentiellement passée, parce qu'en fait, on découvre que ça marche très bien et on découvre plein de vertus au télétravail et que donc il y aura des effets de persistance de cette forte augmentation du télétravail. L'impact du télétravail, meilleure productivité, satisfaction au travail, mais davantage d'inégalités et des centres-villes qui tendent à se vider. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Alors d'abord ici, regardez, avant la pandémie, seulement 2% des Américains étaient en télétravail. D'accord? Vous voyez? Alors regardez maintenant, regardez ce qui se passe avec le télétravail, avec le Covid. Vous voyez l'augmentation rapide du télétravail? Et regardez là, la plupart des gens, vous voyez que quasiment tout le monde, enfin, la plupart des gens veulent travailler au moins 2 jours ou plus, vous voyez, en télétravail. Si je fais ça par rapport à la somme des autres, évidemment, extrême majorité, c'est qu'il y a des gens qui veulent toujours en travailler. Là, pour ceux qui ont raté les 2 trucs précédents, regardez l'effet du Covid sur le télétravail. C'est extraordinaire. Hein, vous voyez, avant, il y avait pratiquement personne n'en faisait. Regardez le recours au télétravail qui a augmenté sensiblement. Et vous voyez, quasiment tout le monde veut faire du télétravail. La fraction des gens qui veulent, disons, et parmi l'ensemble des gens qui répondent, c'est 34%, mais parmi ceux qui sont capables de faire du télétravail, juste 20% disent qu'ils ne veulent pas en faire du tout. Mais tous les autres veulent faire au moins 2 jours par semaine. C'est un peu intéressant quand même. Hein. Là, on regarde un petit peu, on dit, voilà, je vois ça, donc le bénéfice, c'est-à-dire, on essaie de dire, voilà, le télétravail, ça équivaut pour vous à une augmentation, à une baisse de salaire de temps. Et vous voyez que très majoritairement, c'est équivalent à une hausse de salaire, vous voyez. C'est une hausse de qualité de la vie. On est prêt à prendre un cut, en fait. Je suis prêt à être moins payé pour télétravailler, quoi. Parce que je le perçois comme une augmentation de salaire. Ça, c'est ceux qui le perçoivent comme une baisse de salaire. Mais vous voyez, ils sont très minoritaires. Ça, c'est ceux qui le perçoivent comme une augmentation de salaire. D'accord? Là, par exemple, alors, on regarde les perceptions du télétravail. Est-ce que ça a amélioré est-ce que les perceptions se sont améliorées parmi les gens que vous connaissez? Et eh bien, les gens perdent de dire, tout le monde autour de moi perçoit que le télétravail a été positif, quoi. D'accord? Donc c'est un phénomène également de, vous voyez, les autres disent du bien du télétravail, d'accord? Donc ceux qui disent que ça a été pire, que vous connaissez, c'est vraiment une minorité, d'accord? L'éducation, vous voyez, c'est pas très surprenant, c'est que évidemment, plus vous êtes éduqué, plus le télétravail s'est concentré sur les gens éduqués, hein. Donc on voit déjà les inégalités exacerbées.
puisqu'on sait que c'est perçu comme une augmentation de salaire. Les gens pas éduqués tendent à gagner mieux que les gens éduqués tendent à gagner mieux que les gens pas éduqués, et leur télétravail a augmenté plus, et le télétravail c'est perçu comme c'est l'équivalent d'une augmentation de salaire. Donc c'est évidemment décuplé. Alors regarde, comparé à vos anticipations, est-ce que ça s'est bien ou mal passé? Ben, tous les gens disent que ça a été mieux que ce que je pensais. Vous voyez, ça, c'est ceux qui pensaient que ça c'était pire que ce qu'ils pensaient. Ils ont tous perçu que c'était mieux que ce qu'ils pensaient. L'évaluation sur la productivité. Tout le monde perçoit que leur productivité a augmenté. Alors, c'est de l'auto-évaluation, hein, d'accord? Et d'ailleurs, on regarde, on peut comparer, c'est-à-dire, on peut dire, voilà, combien d'heures avez-vous investi dans l'apprentissage du télétravail, d'accord, pour mieux télétravailler? Et les gens disent, voilà, 13 heures, en moyenne 13 heures par semaine, quoi, vous voyez? Donc, voilà. Combien d'argent avez-vous investi? Et les gens disent, voilà ce que j'ai investi. Donc, j'ai investi ce genre d'appareil, évidemment. Donc, les gens étaient prêts à mettre des heures, de l'investissement, de l'argent pour pouvoir télétravailler mieux, ou télétravailler tout court. Et là, l'innovation, on voit que c'est très intéressant. Il y a des brevets qui sont associés au télétravail, et on voit qu'évidemment, ces brevets vers des technologies qui soutiennent le télétravail, évidemment, eh bien, par rapport au total des brevets, évidemment, ce n'est pas un scoop, ça a eu un effet. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de taille de marché. Quand il y a un marché pour quelque chose, eh bien, il y a davantage d'innovation pour quelque chose, parce que les rentes d'innovation sont augmentés pour cette chose-là. Ben, l'économie fonctionne, vous voyez, je veux dire, il y a des choses qui sont vous voyez, l'économie, ça a des règles. Ben, vous voyez, quand on anticipe que la part du marché pour des innovations qui soutiennent le télétravail, ben, que la taille du marché va augmenter, ben, davantage de gens vont dans l'innovation pour ces choses-là. Et vous voyez, la part des brevets qui vont dans du soutien au télétravail a vraiment décollé, quoi, vous voyez. D'accord ? Alors maintenant, c'est une chose, une égalité, donc on a vu déjà éduqué, pas éduqué, etc. Il y a une dimension intéressante de l'inégalité, c'est en termes de urbain, pas urbain. Ça, en fait, les zones vous voyez que les zones de densité faible ont vu le rental index augmenter et le home value index augmenter. Il y a eu plus de demandes pour acheter et pour louer dans des endroits, puisque évidemment, on veut davantage vivre loin des centres-villes. Mais ça fait baisser relativement la valeur des biens immobiliers. Les bureaux ont été réduits de place, de surface, voyez. Donc on a vu vraiment que ça poussait la valeur à la fois marché de location et d'achat des résidences qui sont, disons, pas centre-ville, quoi. Hein. Alors, les gains de productivité, ben, c'est une gain de productivité en termes de réduction du temps de trajet, mais également mon auto-évaluation de ma productivité en termes de gains et vous voyez, on arrive à des augmentations de productivité qui sont très importantes, quoi. Donc, si je compte le temps de trajet, ou simplement le temps de trajet, c'est des gains de productivité qui sont très importants. Voilà. Il y a un autre article qui essaie de regarder le télétravail hybride, qui consiste à alterner pendant la semaine 3 jours de télétravail et jours sur place. Et voilà, donc il se base sur des données expérimentales issues de la même entreprise chinoise dont je parlais tout à l'heure. Et c'est toujours une expérience randomisée où les participants sont sonnés des jours de l'année paire. D'accord. Et la différence avec 2015, c'est que les employés intégrant l'enquête ont des profils plus divers, ingénierie, marketing, finance, c'est pas juste l'agence de voyage, d'accord. Et en fait, eh bien, ils trouvent à nouveau que les employés qui optent pour le télétravail en hybride sont en moyenne des personnes qui, avec des enfants et du temps de trajet plus long. Ces effets sont très significatifs, transparaissent dans différentes spécifications. Je ne vais pas vous embêter là. Fripp a réalisé cette expérience randomisée dans l'optique d'évaluer la capacité du télétravail à diminuer le turnover et de stimuler l'embauche en améliorant la satisfaction des employés. Et en fait, le résultat, c'est qu'effectivement, le taux d'attrition des employés a diminué. L'attrition, ça veut dire que les employés veulent s'en aller parce qu'ils ne sont pas contents. Eh bien, en fait, évidemment, comme le télétravail a augmenté la satisfaction au travail, beaucoup moins de gens veulent quitter leur emploi. Ils restent davantage dans l'entreprise. Et donc, on voit ici les taux d'attrition. En moyenne, ben, la proportion des gens qui veulent qu'ils quittent a baissé, vous voyez. Et ça, alors là, c'était et c'est surtout vrai parmi ceux qui, a priori, aiment bien le télétravail, quoi, qui sont cette catégorie-là. Les autres, vous voyez. Donc, je regarde la catégorie des gens qui étaient volontaires dans le télétravail. D'accord ?
Voilà, donc sans doute, elle est imputée à une augmentation de la satisfaction au travail. Cette satisfaction a été mesurée sur différents axes: satisfaction générale, satisfaction relative à la vie professionnelle, équilibre travail-vie personnelle, proportion à recommander son travail à ses amis. Et donc, on voit toutes ces caractéristiques qui ont joué. Les gens sont plus contents, donc ils quittent moins, quoi. Voilà. Hein? Voilà. Et donc, là, tous ces niveaux de satisfaction augmentent, et donc le taux d'attrition diminue. D'accord ? Donc voilà, donc on distingue les employés traités des employés volontaires, c'est-à-dire des employés qui exprimaient une volonté d'être en télétravail avant que la randomisation ne soit faite. On observe que c'est la satisfaction relative au travail qui augmente le plus généralement parmi les différents groupes d'employés traités. On observe aussi que les employés qui ont été volontaires et qui ont été traités sont ceux ayant le plus bénéficié de l'expérience. Voilà. Voilà, donc je crois que là, voilà, donc ils disent un petit peu les différentes raisons pour lesquelles la flexibilité que permet le télétravail, ça permet les enfants pouvoir accomplir certaines tâches nécessaires du quotidien. On observe une nette réduction du nombre de jours de congé chez les traités, c'est très intéressant. Ils demandent beaucoup moins de jours de congé puisqu'ils ont déjà la possibilité de faire beaucoup de choses à la maison en règle générale. Et on voit qu'en fait, on voit vraiment une réduction du nombre des non-working days. Donc ça, c'est la probabilité de travailler moins tel et tel jour. Et on voit vraiment qu'il y a vraiment, au total, un effet très significatif négatif sur le nombre de jours fériés. Voilà, donc forte coordination. Alors, autre chose, c'est que les auteurs observent une forte coordination du télétravail au sein des équipes, dont le nombre d'employés au télétravail est plus élevé. Quand ce nombre d'employés atteint une taille critique, il semble plus facile d'atteindre une dynamique d'équipe. Voilà, mais donc il y a l'idée d'équipe au télétravail. Donc ça, c'est toujours l'idée des firmes, parce que je crois que c'est important qu'il y ait toujours des gens qui aillent quand même sur les lieux de l'entreprise. Mais voilà, eux, ils essaient de mettre en évidence des liens d'équipe parmi ceux qui font du télétravail. Et donc le team working for share, working from home share, donc semble avoir un effet positif. Voilà. Voilà, donc au total, vous avez des articles qui ont montré que le télétravail augmente la productivité plutôt qu'il ne la diminue, surtout pour les employés qui se considèrent compatibles avec le télétravail. Il existe encore un stigma important relatif au télétravail. À productivité égale, les employés sont moins promus que les autres. Néanmoins, il semblerait qu'une fois le télétravail introduit dans l'entreprise, les employés changent de perspective et développent des attitudes plus positives au sujet du télétravail. Le télétravail augmente la satisfaction des employés et réduit leur taux de sortie, en partie grâce à la flexibilité que cela apporte. Alors, il y a eu d'autres résultats sur notamment les effets sur l'immobilier, et ils regardent un petit peu, et ça c'est des données françaises, sur le marché d'immobilier d'entreprise. Et donc, déjà, Bloom avait mis en évidence de fait les lieux de travail situés dans les zones de population les plus denses sont associés à des budgets de dépenses autour du lieu de travail plus élevés. Ces mêmes lieux de travail concentrés dans des zones urbaines sont aussi ceux qui sont le plus concernés par le maintien du télétravail. On peut donc en déduire que le maintien du télétravail post-Covid devra avoir un impact plus important sur ces zones urbaines, plus dépendantes des dépenses des employés qui y travaillent, puisqu'on verrait du coup qu'il y a moins, les gens se délocalisent, et donc on devrait observer moins de services, moins de choses. On observe par exemple à New York beaucoup moins de hot dogs et de choses comme ça. Si vous allez à New York, je ne sais pas s'il y en a qui sont venus aller à New York récemment, mais il y a beaucoup moins de ces choses-là dans les rues de New York. Beaucoup plus de gens en télétravail, et vous avez beaucoup moins de ces petits services que vous avez dans les rues de New York. Donc, je ne sais pas si vous verrez, la différence va vous frapper avec le New York que vous avez connu avant la pandémie. D'accord ? Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est les endroits en France. Donc, on regarde là, on regarde la propension au télétravail, et la propension au télétravail, c'est surtout dans les zones très urbaines. Vous voyez, Paris, Lyon, c'est dans les zones très urbanisées que les gens, on préfère travailler et éviter les centres-villes, voyez. Et c'est donc là qu'on devrait observer les effets les plus importants sur l'évolution de l'immobilier dans ces zones urbaines. Voilà. On observe que l'on travaille largement plus dans les zones urbaines, Île-de-France, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes. Les auteurs documentent des pertes accumulées par le secteur de la construction de bureaux, et ils constatent une chute très nette de la construction au moment du premier confinement. Et le secteur de la construction a une dynamique positive après, mais il ne retrouve pas son niveau attendu en temps normal. Et ce sont les zones urbaines les plus peuplées qui semblent générer, en fait, vous voyez, donc on a les zones très urbaines sont plus exposées au télétravail, et c'est là que la construction va le plus réduire, c'est là que le marché de la construction va être le plus déprimé, donc ça va créer vraiment des effets d'hystérésis, quoi. Vous avez vraiment des effets de persistance après le... Donc c'est intéressant parce qu'on voit, vous voyez que par exemple, ça c'est la dynamique des constructions, elle baisse, vous voyez, elle baisse après la Covid, mais elle ne retrouve pas ses niveaux d'avant. Et c'est vraiment là où il y a le téléwork, c'est vraiment là que
que le télétravail se développe, que les bureaux se réduisent, évidemment. Hein. Donc ça, c'est pas surprenant. Hein. Donc, grâce à l'indicateur, voilà, il compare la dynamique des prix de l'immobilier du bureau et de l'immobilier des locaux commerciaux. Donc les effets commerciaux, ils ne voient pas tellement d'effets, mais ils observent, ça va contre mes hot dogs, mais en France, on observe surtout un effet négatif significatif de l'exposition au télétravail pré-pandémie sur les taux de croissance des prix sur ces deux marchés. Par contre, le taux d'espace vacant n'augmente significativement à l'exposition au télétravail que pour les bureaux, pas pour les locaux commerciaux. Donc on voit un effet négatif sur les prix pour tout le monde, mais l'effet quantitatif sur les bureaux, c'est surtout les bureaux des locaux c'est surtout les bureaux, non, pas des locaux commerciaux, pas des supermarchés, mais des autres bureaux dont le volume se réduit, quoi. Et les prix se réduisent sensiblement. Donc c'est intéressant parce qu'on voit comment le télétravail induit des mouvements sur l'immobilier, et ça peut contribuer à la persistance des effets du télétravail. Voilà. Donc voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Voilà, corrélation entre le marché du real estate et la propensité à télétravailler. Et on voit que, en fait, dans les offices, enfin, on voit, si vous voulez, une corrélation très forte. Ça veut dire que là où il y a propensité de télétravailler, c'est là qu'il va y avoir, évidemment, les effets les plus forts sur les prix et sur les quantités. Voilà, je crois que là, je vais arriver à la conclusion. La crise du Covid a mis en évidence la nécessité de réformer nos systèmes. Elle a ouvert la voie à un nouveau paradigme, combiner les bons côtés du capitalisme américain et les bons côtés du capitalisme européen. Ça, on va voir un peu comment mais ce qui est intéressant, c'est que le télétravail combine peut-être une façon de combiner les bons côtés des deux modèles. Il y a un côté innovation, mais il y a peut-être un côté protection. Donc, c'est comment le système de protection sociale affecte qui va dans le télétravail et les effets du télétravail. Donc c'est cette complémentarité qu'il faut explorer. Et surtout, c'est une invitation à comprendre, à repenser la notion d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Une entreprise, est-ce que c'est les gens qui sont dans l'entreprise qui interagissent les uns avec les autres? Est-ce que c'est les gens qui télétravaillent? Qu'est-ce que c'est qu'un collectif, quoi? À partir de où on est un télétravail, quoi? Est-ce qu'il faut quand même avoir un minimum de réunions tous ensemble? Est-ce qu'il faut... qu'est-ce qui fait la dynamique d'une entreprise? Voilà. Le télétravail peut permettre de contourner des limites de temps. Par exemple, si on ne peut pas travailler plus que tant d'heures, avec le télétravail, c'est une manière de contourner ces contraintes-là. Mais en même temps, est-ce qu'on peut aller complètement télétravailler sans avoir quand même des réunions, sans avoir des moments de collectif? Et donc ça, et l'impact sur l'innovation de ça, c'est encore des sujets très, très, très largement ouverts. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup.